No pain, more gain. Bienvenue dans le podcast qui explore l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'un sportif pour parler de ce qui se cache réellement derrière ses performances, les 99% de sa vie que personne ne voit. Moi, c'est Edouard, ancien sportif de haut niveau pendant 15 ans dans le volley. J'ai arrêté ma carrière à 32 ans, après 52 sélections en équipe de France, mais aussi un burn-out, des blessures et des galères financières. Je suis bien placé pour savoir que derrière chaque sportif se cache un homme ou une femme comme vous, avec des hauts et des bas, face à ces challenges du quotidien, de la blessure physique à la pression psychologique. Dans chaque épisode, vous ressortirez avec les secrets des plus grands sportifs pour trouver votre propre équilibre, parce que je suis convaincu que nous sommes tous à notre échelle des sportifs de haut niveau. Bon, salut Matt, comment ça va ? Très bien, merci. Merci de m'avoir invité, merci de me recevoir, c'est super plaisir. Écoute, je pouvais pas faire un épisode sans toi, c'était pas possible. Ouais, Matt, on se connaît, pour expliquer aux auditeurs, on est aussi amis sportifs. Totalement, on se connaît, ouais. On s'est connus à l'époque où moi je jouais à l'Arago de 7. Exactement. Et toi, tu étais du coup poloiste. Au Dauphin. Tu étais au Dauphin, ouais. J'étais au Dauphin de 7, ouais. Donc, je suis ravi de te recevoir aussi. Merci. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es poloiste professionnel depuis près de 30 ans. C'est un truc de fou. Tu as 41 ans. J'ai envie de dire, tu as commencé vers 10-11 ans déjà à un super niveau et professionnel à 14 ans, c'est ça ? Ouais. Donc, incroyable carrière. Et donc, tu as plus de 400 sélections en équipe de France. Tu as été champion de France avec Montpellier 2 fois, Ouais. en 2012 et en 2014. Tu es le premier Français à avoir gagné un championnat à l'étranger. Donc, Ouais. c'était en Espagne. Tu as participé aux Jeux à Rio donc en 2016. Ça devait être aussi un de tes moments incroyables de ta carrière. Et forcément, donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment tu as fait pour être performant toutes ces années. Et c'est quoi le secret de ta longévité ? Donc, un mystère. Donc le grand secret de Matt Pesson, en tout cas ton secret à toi, ce qui a fait que tu étais bien dans ta tête pendant toutes ces années. Mais pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement te présenter ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu Pesson, j'ai 41 ans. Je suis natif de Sète et je suis joueur de water-polo professionnel depuis 29 ans à peu près. J'ai commencé la natation à l'âge de 2 ans, le polo à 9 ans et j'ai fait mon premier match en élite à l'âge de 14 ans. Mes premières sélections en équipe de France jeune à l'âge de 14 ans aussi. Et j'ai intégré l'équipe de France en 1999 à l'âge de 17 ans. Et, et j'ai pris ma retraite internationale, entre parenthèses, parce qu'on m'a demandé d'arrêter, Tu vas nous expliquer. en 2017. Et Ok. voilà, et actuellement, je viens de re-signer pour une saison de plus qui sera très, très, très vraisemblablement ma dernière, qui sera ma dernière. Parce que C'est sûr ou pas ? Oui, je l'ai décidé, ça y est. Ok. Je l'annonce officiellement, voilà. Ce sera ma dernière saison pour plein de raisons. Et voilà, au Pays d'Aix Natation, club dans lequel j'évolue depuis 3 ans. Top. Voilà. Et est-ce que tu peux revenir dans ton enfance et nous expliquer quels ont été tes premiers amours, comment on fait pour devenir poloiste ? Est-ce que tu as fait de la natation ? C'est quoi, toi, ton histoire ? En fait, la natation, c'est vite imposé à moi, parce que voilà, je viens d'une île. Voilà, tout le monde dirait que c'est une presqu'île, mais c'est une île. On parle de 7. Voilà, on parle de Sète. Sète est une île singulière à laquelle je suis extrêmement attaché. Et en fait, j'ai commencé à l'âge de 2 ans parce que dans ma famille, c'était un peu un rituel. Mon oncle, à l'époque, était dirigeant des Dauphins de Sète. Ok. Mon grand cousin avait fait natation interpolo. Mon autre grand cousin a fait natation interpolo. Mes 2 cousines avaient commencé par natation. Elles avaient été même au Pôle France de Font-Romeu. D'accord. Mon grand frère avait fait natation water-polo. Donc, Ouais, t'étais baigné dans ouais, une j'étais famille prédestiné, de- plus ou moins obligé de finir là-dedans, quoi. Mais j'ai commencé par le foot, qui était mon Ok. premier amour, au FC 7, parce que c'était
C'était le sport de tous les gamins de l'époque, hein. À l'école, tu avais le ballon à mousse dans la cour et tu jouais au foot. Donc j'ai commencé au foot et puis derrière, à l'âge de 7 ans, j'ai eu une crise de puberté assez précoce où j'en avais marre Là, de c'est nager. très précoce à Ouais, 7 ouais, ans. ouais, ouais, ouais. Parce que c'est à 14 ans, C'est normalement. ça, Je ouais. comprends mieux le décalage C'est après. ça. Et j'en avais marre de nager. En fait, c'est ça aussi le parallèle aussi dont on parlera, hein. C'est qu'on a essayé de me mettre très tôt dans la compétition, à l'âge de Ok. 7 ans. Allez, bombarde, allez, entraîne-toi. Et j'avais un entraîneur qui était très pouce au cul à cette époque-là. Et j'aimais pas du tout ça. Ok. Et du coup, à l'âge de 7 ans, j'ai arrêté. J'ai essayé de faire du tennis, j'ai essayé de faire du basket, j'ai essayé de faire pas mal de sports à côté et rien ne me plaisait. Donc, à l'âge de 8 9 ans, j'ai repris la natation et je me suis mis water polo. Un jour, l'entraîneur de mon frère de l'époque, qui s'appelle Yannick Bougnou, qui a été mon formateur et qui m'a tout appris, m'a demandé si je voulais pas, après un entraînement de natation, rester pour faire un essai. Vous voyez déjà que j'avais un beau petit gabarit. Bon, Ouais. j'étais par contre là, j'étais un petit peu. J'étais grand, mais j'étais grassouillé. Et il m'a jeté dans l'eau, m'a envoyé un ballon. Et premier entraînement, croyez-le ou pas, mais il fallait faire un exercice très basique, c'est-à-dire prendre le ballon, taper contre un mur, le récupérer, se tourner, taper contre un autre mur. C'était à la piscine de Clavel, Ok. tu connais bien. Ah ouais, ouais. Voilà. Et j'ai gagné un mec de 14 ans qui faisait du polo depuis 3 ans de plus que moi. Donc voilà, à partir de là, la flamme s'est allumée. Ouais. Il y a eu un déclic et puis je suis parti à fond là-dedans, quoi. Et ben justement, c'était ma prochaine question. Mhm. C'était quand ce déclic où tu es passé pro finalement, où Ouais. c'est devenu vraiment ton sport. Bah là, je te dis, alors, je pense que tout s'est déclenché lors de cet entraînement où vraiment, bah après voilà, t'as 9 ans, t'arrives, tu commences à être encensé par un entraîneur qui est là depuis 10 15 ans, congratulé par les coéquipiers de ton frère qui limite se moque un peu de celui qui a perdu en disant il a 9 ans, il a jamais joué au polo de sa vie et toi il te gagne. Donc là, ce feu s'est allumé à ce moment-là et j'ai été mordu et je suis tombé éperdument amoureux de ce sport parce qu'à un moment donné, bah en fait, le basique, Ouais. c'est que j'étais dans l'eau et je m'amusais avec un ballot. Ouais, tu prenais Voilà, du plaisir. voilà, exactement. C'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu plus qu'autre chose et jusqu'à un certain âge, j'ai eu cette innocence Ok. vraiment de ne voir ce sport qu'à travers ce jeu-là. Ok. Et C'était un jeu pour j'imagine moi. que ça, c'est peut-être quelque chose que tu as gardé très longtemps. Complètement. Ok. Une des premières clés de ta longévité d'ailleurs. Tout à fait. Ah oui, non, moi, ce qui m'a fait tenir autant de temps, c'est ça, c'est la passion. Faut mettre les choses en parallèle et il faut savoir que c'est une vie de privilégié, mais c'est une vie aussi qui est facile, qui est différente. Et c'est un jeu. C'est-à-dire Ok. qu'on te jette dans l'eau. Alors, c'est un jeu Oui, il y a un voilà. aspect ludique, mais évidemment, Voilà. après, il y a de la performance. Mais je pense qu'il faut garder cette âme d'enfant pour pouvoir tenir dans le sport de haut niveau ou même dans la vie, hein, parce que sinon, le monde est trop dur et trop cruel. Ouais. Et je pense que si tu perds cette âme d'enfant, t'as vite fait de perdre beaucoup de choses. Et moi, alors malheureusement ou heureusement, je l'ai gardé. J'ai toujours eu cette âme d'enfant qui m'a permis vraiment d'en arriver là, quoi. Ça, c'est Trop une bien. certitude. Donc très jeune, tu as joué ta première saison en pro. Est-ce qu'on peut dire pro à cette époque-là ou en première div en tout Non, cas? parce qu'il y avait, à cette époque-là, dans le polo français, je parle, il y avait quelques pros, mais dans le club de 7, à part un étranger ou deux qu'on faisait venir, à qui on payait l'appartement, un petit quelque chose, ou qu'on faisait Ouais. travailler à côté, il n'y avait pas de pro. J'ai été vraiment le premier pro formé au Dauphin qui a eu un contrat pro à l'âge de 18 ans. Donc à 14 ans, je fais mon premier match élite. Parce que Ok. ça s'appelait l'élite à l'époque. Enfin, non, ça s'appelait pas l'élite, mais c'était la première division, mais on va dire élite. Ouais. À 14 ans, en Coupe de France contre Tourcoing à la maison, je rentre dans la dernière minute, une petite zone plus, je tire sur la barre. Mais voilà, mais déjà à 14 ans, j'avais quasiment le physique d'un mec de 18-19 ans. Ouais, Mathieu, Et, il m'a montré une photo, donc ça c'est pour les auditeurs, de lui à l'âge de 14 ans. 15 ans, Donc on essaiera de la diffuser, mais ouais. c'est clair qu'à côté des copains,
tu faisais 2 fois leur gabarit. Ouais, parce qu'à déjà à 13 ans, je faisais un 80, 70 kilos à peu près. Donc déjà, j'avais une précocité physique assez hors norme, développée par la natation, le water polo, le foot, tous les sports que j'avais Ouais. essayé un peu en dehors. Donc cette précocité alliée à... ce sera pas un manque de modestie parce que c'est... J'étais doué. J'avais un don réel et pur pour le water polo. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai fait des choses que personne n'était capable de faire. J'arrivais à l'entraînement, je tentais un geste technique, auquel n'avait pensé, ou je faisais des choses en match que personne n'avait encore jamais Ouais. fait. Et voilà, moi, clairement, quand j'ai commencé à l'âge de 16 ans, 18, entre 16 et 18 ans en élite, j'avais 10 ans d'avance. J'avais D'accord. vraiment 10 ans d'avance. Aujourd'hui, tu vois des gestes techniques que font les joueurs professionnels. J'essaie de retrouver les images si je les ai encore, mais Moi, je le faisais déjà à l'âge de 16 ans, quoi. Ok. Parce que moi, j'ai une vidéo, j'étais tombé sur donc la vidéo qui était assez connue. La Submarine. Voilà, donc Submarino, donc sous-marin. Donc tu joues en Espagne et en Ouais. gros l'action c'est donc on s'imagine le bassin de water polo et donc je crois qu'il y a une action de contre-attaque Ouais, c'est ça, ouais. et donc il y a toi tu pars Je pars sous l'eau, ouais. sous l'eau donc en apnée pour te retrouver devant la surface et là à ce moment-là je crois que Ouais, enfin, le coéquipier te fait la passe ça. et ça c'était une action incroyable, du coup tu te retrouves dans le gardien, tu Tout à fait, marques. Exact, ouais. Et puis, en fait, j'ai toujours eu cette capacité à me nourrir de plein de choses. Et j'avais cette capacité créative vraiment instinctive. Ok, C'est-à-dire que beaucoup de monde m'ont toujours demandé, mais comment tu fais? C'est l'instinct. ok. 90%, c'était de l'instinct. J'arrivais parfois à visualiser et à mentaliser certaines choses qui me venaient à l'esprit à ce moment-là. Et mon instinct, naturellement, me faisait faire ces choses-là. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'était ma personnalité, et puis c'était mon insouciance aussi de Ouais. jeunesse. Et puis il y avait aussi le sous-l'eau, on le faisait beaucoup à 7 à l'époque, puisque comme on l'a dit précédemment, il n'y avait pas énormément il n'y avait pas comment t'appelles ça, de professionnels. Ouais. Beaucoup essayaient de boucler les fins de mois avec en étant maître nageur, en pêchant les palourdes, etc. Donc en fait, tu avais ce petit côté un peu plongeur. Et c'est vrai qu'à l'époque, à 7, ça se faisait beaucoup. Ok. Notamment en défense, de partir sous l'eau, aller attraper la balle, fait comme ça. Et voilà, après, c'est des choses que j'ai traîné avec moi. Et, Ouais, trop bien. et c'est vrai que ça a été des trucs qui m'ont... Alors ça m'a singularisé pendant des années, mais Ouais. voilà. Et tu l'as refait ça ou pas? Je l'ai refait. Alors, j'ai jamais pu le refaire en attaque parce que, en fait, je pense que c'est dans la vie, toutes les planètes étaient alignées, tu Ouais, vois. J'ai d'accord. tenté ça. En fait, à ce moment-là où je le tente, je vois qu'il y a vraiment un blocage de la totalité des joueurs. Ouais. Et je vois vraiment que personne ne me calcule. Et à ce moment-là, je dis, bah vas-y, je vais le tenter, quoi. Et ce qui est énorme, c'est que, comme je te dis, toutes les planètes sont alignées. C'est qu'au moment où je le fais, tout le monde s'arrête à 5-6 mètres. Il y a vraiment un trou là pour me permettre vraiment de sortir de l'eau et d'y aller. Et à ce moment-là, la balle est à droite, vraiment à notre gaucher. Et c'est l'action parfaite. Genre, tout est millimétré, tout marche comme sur des roulettes à ce moment-là précis, quoi. Donc j'ai eu de la chance aussi. Bon. Et c'est Et ça un peu la vie. j'ai vu que ton poste c'était polyvalent. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, polyvalent, je vais prendre l'exemple du volley très clairement, hein, comme ça te parlera plus. C'est comme si, imagine, toi, tu as commencé comme libéro. Ouais. Et au fur et à mesure, bah, tu es passé récep-attaque. Après, tu es passé à la passe. Après, tu es passé au pointu. Ok. Même finir pivot à un moment donné. Ouais. Pointu, pointu, tu l'as dit. Ouais. Ouais, Ou pointu central. ou central, ouais. voilà, central, je cherchais le mot. Et en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé très jeune, puisque justement, j'avais ce physique, cet avantage physique Ouais. sur les autres qui m'a permis d'évoluer en pointe, donc c'est-à-dire en pivot devant. Surtout dans les catégories jeunes où tu es quand même dans une notion de pressing un peu tout terrain. Donc derrière, comme tu es dans un sport où le physique est omniprésent, bah, forcément, quand tu es plus physique que les autres, ça te donne un avantage certain. Et puis un peu, quand tu as pour peu un peu de
ce don technique qui te permet de faire des choses que personne ne peut faire, bah ça y est, c'est fini. C'est le combo parfait pour qu'en plus derrière, personne t'arrête. Surtout qu'en plus, j'avais cette capacité à être un excellent nageur. J'avais une technique de nage qui m'a permis de... Je continue la compétition jusqu'à 16 ans, quoi. Ok. Donc 17 ans. Donc voilà, j'avais ce combo fatal que personne ne pouvait arrêter. Donc on m'a mis très naturellement en pivot devant, en pointe, comme on dit chez nous. Mais après, derrière, on s'est aperçu que j'avais ce côté créatif, j'avais aussi un shoot très technique et très efficace. Donc, on m'a un peu aussi décalé à gauche, tu vois, dans les positions extérieures. Et puis, je suis arrivé en Espagne. On m'a dit, t'es trop léger pour faire pointe. Pourtant, je faisais 1m85, 92 kilos à l'époque, 21 ans quand Ouais, j'arrive. il y a une notion de gabarit importante parce qu'il y a un truc que j'avais remarqué en regardant des vidéos, c'est qu'en fait, il y a des contacts qu'on ne voit pas sous Ouais. l'eau. C'est un sport hyper contact. Moi, j'associe souvent ça à du rugby et de la lutte, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper physique, de très physique, puisque tu es constamment dans le combat, du 1 contre 1, où tu dois soit prendre ta position, soit empêcher l'adversaire de prendre sa position, soit essayer de prendre l'avantage, soit l'empêcher. Donc, en fait, tu es dans le combat permanent. Ok, T'es dans le ok. combat permanent. Donc, en fait, oui, il faut à un moment donné avoir un physique qui permet de prendre le dessus. Et si tu l'as pas, tu essaies de compenser par la vélocité, Ouais. l'intelligence, la technique. Donc, après, Ok. c'est des choses que tu développes au fur et à mesure. Donc, moi, j'ai commencé devant. Je passais un peu à gauche. Quand je suis arrivé en Espagne, on m'a dit, t'es trop léger pour être devant, tu vas te faire éclater. Donc, on a commencé un peu à me mettre à droite, à gauche. Ça revient un peu des capacités que j'avais. Je suis arrivé à Sabadell. L'entraîneur était un gardien. Donc Sabadell, c'est ton club en Espagne? Ouais. D'ailleurs, pour revenir sur ton C'est ça. historique, Ouais. donc tu as commencé à 14 ans, donc c'était à 7. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ton départ en Espagne? 14 ans, je fais mon premier match. 15 ans, j'en fais 3 à peu près. Et après, à 16 ans, je commence ma première saison en tant que titulaire. D'accord. Et je finis troisième meilleur buteur du championnat de France cette année-là. Et c'est là que tout le monde a compris qu'il se passait quelque chose, quoi, qu'il y avait vraiment Donc à 16 ans. à 16 ans. Ok. 16 ans. 17 ans meilleur buteur, 18 ans meilleur buteur, 19 ans meilleur buteur, 20 ans meilleur buteur, 21 ans meilleur buteur. Voilà. Donc sur le championnat de France. Ouais, sur le championnat de France. Ouais. Pendant 5 ans, je suis meilleur buteur du championnat Ok. sans m'arrêter. Il y a une saison même, je mets 92 buts en ratant même 2 matchs. Enfin, voilà, j'étais arrivé à un stade où c'était pas jouable, mais j'étais pas Ouais. loin, quoi. En plus, en parallèle, j'avais aussi cette pluridisciplinarité Ouais. que m'apportait aussi le basket, parce qu'à l'âge de 9-10 ans, j'ai été féru de basket. D'accord. Voilà, c'est l'époque un peu de Michael Jordan, Ouais. des Bulls. Donc, ça a été un phénomène de mode qui s'est un peu démocratisé en France. Et de 11 ans, 12 ans, j'étais tous les jours au playground à côté de chez moi. Je jouais au faire des basket. shoots. Ouais, je faisais des 3-3, des 2-2, des 1 Ok. contre 1 avec des potes qui étaient aussi mordus que moi. Et ça m'a vraiment apporté une notion vraiment différente et qui m'a permis d'aborder le sport et le water polo d'une manière totalement inédite. Tu vois. Ok. Je faisais des moves que personne comprenait. Tu vois, par exemple, tu vois, quand j'étais en pivot, des fois, quand tu pousses un peu et que tu te retournes et que tu vas chercher le alley-oop, par exemple, comme au Ouais. basket, Ouais. moi, j'essayais de faire pareil au water water polo. polo. Et Ouais. les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça, tu vois, mais ça marchait tellement bien que... Parce que ça sortait du cadre et ça sortait des perceptions de Ouais. ce sport. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'être différent. En Espagne, c'était à quel âge? Alors, je suis parti en Espagne l'année de mes 21 ans. J'arrive au CN Catalunya de Ok. Barcelone, club mythique du water-polo espagnol, puisqu'en 92, ils font champion d'Espagne, Coupe d'Espagne, Ligue catalane, Ligue des champions Ouais. et Super Coupe d'Europe. Voilà, ils gagnent tout cette année-là, en 92. Et moi, j'arrive là-bas en 2003, quoi. On peut dire. Et c'est quoi les gros championnats de water polo? Aujourd'hui ou à l'époque? Alors à l'époque et Ouais. aujourd'hui? À l'époque, c'était compliqué parce que tu avais la guerre en Yougoslavie, donc Ok. tu n'avais pas et l'explosion des blocs du RSS aussi qui avait pas aussi le sport tel qu'il était aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, à l'époque, c'était l'Italie avec D'accord. Pro Rico qui était un des meilleurs championnats au monde, l'Espagne, parce qu'en fait, si tu veux, dans les années 90, c'était vraiment
le water-polo latin qui dominait, tu vois. Tu avais souvent Espagne-Italie en finale. Après, avec l'explosion des blocs de l'Est, tu as eu la Yougoslavie qui s'est transformée en Serbie, Monténégro, Croatie. Là, ça fait extrêmement mal au polo international, avec la Hongrie aussi, qui est le médaillé historique de ce sport, avec 9, je crois, 9 ou 11. Ok. Donc la Hongrie, c'est vraiment le pays qui, depuis 15 ans... c'est le pays, oui, c'est le pays, c'est le pays historique. Historique dans l'histoire du polo, avec aujourd'hui la Serbie aussi, qui est double champion olympique en titre. D'accord. Mais dans les années 90, c'était vraiment les pays latins qui dominaient par la tactique, par la technique, par la vélocité. Vraiment, c'était vraiment des petits gabarits qui allaient très vite, qui étaient vraiment très techniques. Et après, dans les années 2000, tout a basculé. C'est vraiment devenu un sport de brut, entre parenthèses, où le physique était prédominant. T'arrivais à un moment donné, tu avais les latins qui étaient dans du 1,72, 75, 80 kilos. Et tu avais les Hongrois, les Croates qui arrivaient avec du 2 mètres, 100 kilos. C'est le rapport de force, il était fini, quoi. Et les autres continents, ils ont développé le water polo. Je pense aux États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Asie. Ils sont comment? L'Asie, depuis 5 à 10 ans, a connu un sacré bond, notamment la Chine et le Japon. Notamment le Japon qui est au jeu actuellement, qui sera au prochain jeu. Et puis l'Australie, les États-Unis, ça a toujours été différent parce que c'est NCAA et ça a toujours été du sport universitaire. Voilà, ça n'a jamais été du sport professionnel au sens propre du terme. Donc, ça a toujours été différent. Mais je crois que les États-Unis font une finale de jeu à Sydney, si je ne dis pas de conneries. Donc, voilà, ça a quand même toujours été... Après, les Américains, on les connaît. C'est le fighting spirit. C'est 14 mecs qui sont prêts à mourir pour le drapeau. C'est clair. Et même s'ils étaient peut-être moins forts techniquement, tactiquement, c'est les mecs qui compensaient tellement avec... une mentalité hors norme que derrière ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Donc après aujourd'hui ça reste quand même une grosse équipe parce que voilà, les mecs à la fin de leurs années universitaires ils se barrent en Europe pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans et puis derrière ils jouent dans les meilleurs clubs européens et puis derrière forcément ça et donc c'est vraiment en Europe que ça se passe et donc aujourd'hui un joueur français s'il veut partir dans un gros championnat il va où? Aujourd'hui, tu as beaucoup de championnats, c'est ça qui est aussi intéressant. Pour moi, aujourd'hui, tu avais l'Italien qui était le plus compétitif en termes, on va dire, ratio, finance, niveau de jeu. De jeu exactement. Mais aujourd'hui, tu as vraiment... c'est très homogène. Tu as la Hongrie, tu as la Croatie, tu as Serbie-Monténégro. Tu as la Croatie, tu as l'Italie, tu as la France, tu as l'Espagne. Donc, tu as quand même 6-7 championnats qui sont quand même de très haut niveau, de très bon niveau. Mais aujourd'hui, c'est un peu en train de basculer parce que je te rends compte depuis peu et moi, je pense que ça va aller vraiment dans l'abus d'ici pas longtemps, mais c'est en train de se passer, où tu vas avoir bientôt tous les meilleurs joueurs, alors que c'est déjà un peu le cas, tous les meilleurs joueurs du pays qui sont dans une équipe. D'accord. Qui est un peu comme Marseille, comme en Espagne Barceloneta, comme en Italie Pro Rico, comme en Hongrie Ferencvaros, comme en Croatie Jug ou en Grèce. En Grèce, je les ai oubliés, ceux-là, les Grèces, très 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 grandes nations du polo, qui sont tous Olympiakos, mais bon, maintenant avec Vouliagmeni et d'autres qui commencent un peu à se diversifier. Mais ça va tendre à ça, en fait, aujourd'hui, parce que le modèle économique est en train de changer. En fait, aujourd'hui, je pense que tu vas avoir ça. Tu vas avoir une équipe injouable, comme cette année le sera Marseille. Et puis, tu auras les autres qui se battront en duel. Et donc, quand tu es parti en Espagne, tu disais tout à l'heure, tu es parti pour 500 € par mois. Non, pas cette année-là. Ça, c'est bien plus tard. Bien plus tard. Non, là, par contre, quand je pars à Catalunya, je pars avec quasiment le même salaire que j'ai à 7 à cette époque-là. On avoisine à peu près les 1300, 1400 € par mois. On payait la bouffe le midi, le soir, et on payait un appartement où j'étais en coloc avec un nageur du club et un joueur de water polo qui était avec moi. D'accord. Voilà. Donc tu pars sur un SMIC à l'époque. Ouais. Et en parallèle, est-ce que tu as besoin
de faire un autre taf ou t'es focus ou comment ça se passe Non, j'ai toujours eu la chance, ça ne m'est jamais arrivé de devoir faire quelque chose à côté. Ok. J'ai toujours eu cette chance de faire partie des meilleurs de ma discipline et du club dans lequel j'étais. Ce qui m'a toujours permis d'avoir un salaire, un très bon salaire, de pouvoir vivre que de ça, malgré que j'avais des potes et des joueurs que je connaissais qui devaient faire des trucs à côté, études, plein de choses. Dans ton équipe, tu avais des personnes, des joueurs, des Mhm. coéquipiers qui étaient semi-pro. Ouais. Ok. C'était une obligation à l'époque. Quand j'ai commencé, moi, tu avais, par exemple, dans un club de 7, tu n'avais pas la capacité de payer 7-8 pros comme tu Ouais, l'as aujourd'hui. C'était d'accord. 1 pro, 2 pros, 3 pros. Et le reste, soit ça faisait des études, soit ça se débrouillait comme ils pouvaient, quoi. Donc, Ouais. c'était assez compliqué. Même à l'époque où j'étais au Montpellier Interpolo, on n'était pas 14 professionnels. On était 7, 8, 9. Et puis derrière, ça c'est de... Ou même en Espagne, hein, quand j'y suis arrivé, à part à Sabadell, quand j'étais à Catalunya, on était 5 pros et le reste, c'était des étudiants, quoi. D'accord. Donc, Ok. ça a toujours été un sport compliqué quand même. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, le meilleur souvenir, c'est la qualif aux Jeux Olympiques de Rio, quoi, en 2016, quand on gagne, quand on passe le TQO, quand on se qualifie pour le TQO, quoi. Lors du tournoi de qualif olympique à Trieste, où on fait 8 matchs en 8 jours. Ouais. Voilà, et on s'est préparé pendant 5 ans pour ça, et derrière, on se qualifie, on arrive à Rio. Donc ouais, surtout qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, en soi, ça n'a jamais été un objectif ou réalisable, les Ouais. Jeux. Pourquoi? Parce que toute ma vie, quand on m'a posé la question, je disais, on n'ira jamais parce qu'on n'est pas assez bon, quoi. Parce que je voyais la réalité de notre sport. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Vas-y. En fait, si tu veux, notre sport a toujours fonctionné avec un championnat d'Europe A et un championnat d'Europe B quand D'accord. j'étais là. Donc, en championnat d'Europe A, tu avais les 12 meilleures équipes. Et en championnat d'Europe B, tu avais les 12 moins bonnes équipes, si tu veux. Donc, en fait, nous, à cette époque-là, la France, quand j'ai commencé, on était en championnat d'Europe B. Ok. Et C'est la deuxième division. Voilà, exactement. Et à cette époque-là, comme le water-polo français n'était pas du tout pro, si tu veux, la grande majorité des mecs qui avaient plus de 28 ans réservaient leur été au boulot d'été pour pouvoir gagner de l'argent, tu Ok, vois. ouais. Il a fallu, nous, qu'on se batte pendant 5 ans pour avoir des jours de stage payés, Ok. si tu veux. Donc, en fait, on avait une moyenne d'âge de 20 ans, 22 ans, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on gagnait le championnat d'Europe B, qu'on était premier, derrière, tu avais les barrages entre les 6 premiers de B et les 6 derniers de A. Et derrière, en fait, nous, on s'est confronté toute notre vie aux Hollandais, aux Slovaques, aux Roumains, aux Slovènes, à tous ces pays-là qui finissaient dans les trucs. Et en fait, on perdait tout le temps. Tu perdais dans le tournoi de qualif pour passer au championnat d'Europe A, en ok, fait. donc Voilà. vous étiez jamais vraiment confronté au meilleur. Ouais. Et c'est ça qui tu t'es jamais quand même dit, bah si, un jour on va le faire. Non, parce qu'en fait, j'étais conscient de la réalité de mon sport. Ok. On n'était pas professionnel, on n'avait pas le professionnalisme et les clubs qu'il fallait. Le développement des clubs n'était pas optimal. Donc, en fait, c'était du bricolage, quoi. Et moi, à un moment donné, je venais à l'équipe de France comme j'allais en camp de vacances, quoi. Ok. Malheureusement parlant, hein. C'était dur, par contre, hein. Ouais. Moi, je me rappelle l'année où on se qualifie pour, je sais pas, d'Europe A, justement, en gagnant les Slovènes chez nous à Nice lors du tour de qualif. On y va, je sais pas, d'Europe A. On finit, je crois qu'on finit en 12e, 13e. Ok. Ouais, 12e, Et 11e. qu'est-ce qui explique que vous êtes qualifié à Rio alors? À partir alors, premièrement, à partir des années 2000-2002, il y a commencé à avoir une dérive des clubs où tu as eu une grosse guerre entre Nice et Marseille pour le titre, où à cette époque-là, il y a eu la plus grosse erreur de l'histoire du water-polo, c'est-à-dire que on a commencé à enlever la limitation d'étrangers. Ok. D'accord. Donc, à partir de là, je me rappelle d'une année où Nice, champion de France en titre, a 4 Slovaques, 4 Hollandais, un Roumain, un Hongrois, un Canadien et un Français. Ça veut dire que sur le terrain, Ouais. t'avais combien de Français? Dans toute l'équipe, sur les 13 joueurs de l'équipe, tu avais un Français à l'époque à D'accord. Nice. Ok. À Marseille, tu avais 3 Slovaques, 3 Russes.
Et à un moment donné, tu as eu vraiment un assassinat en règle de la formation française au profit d'ambitions un peu démesurées et pour moi sans réel motif du water polo, quoi. Après, est-ce que ça a tiré le niveau du championnat français vers le haut? Non, parce que t'avais une surdomination de Nice à cette époque-là, qui a raté le Final Four de la Champions à quasiment rien. Mais La Champions, c'est la Champions League. voilà, ouais. Ouais. Mais à quel prix? À quel Ouais. prix au final? Et en fait, dans les années à peu près 2007, les instances dirigeantes ont Ok. arrêté cette folie. Et en fait, la génération de Rio a bénéficié de temps de jeu et ont commencé à jouer les premiers rôles dans leurs équipes. D'accord. Et derrière, ça a commencé à donner des mecs de talent, de valeur, de niveau, qui ont commencé un peu à émerger, à progresser. Et puis en 2010, quand l'entraîneur Florian Brouzot a pris l'équipe en main et a monté son projet pour les 5 ans à venir, tu avais une grande majorité de mecs qui sortaient d'un peu nulle part. Tu vois, je Ok. prends des exemples très clairs, hein. Un mec comme Rémi Saudadier qui est sorti de Fleury-les-Aubrais. Tu sais où c'est Fleury-les-Aubrais? Non. À côté d'Orléans, hein. Ok. Un mec comme Romain Blary qui sortait d'Angoulême. Un mec comme des mecs comme Mehdi Marzouki ou Jonathan Mohamed qui sortait de Noisy-le-Sec, qui est aujourd'hui un grand Donc club. vous avez réussi à émerger Ouais, des voilà. Mais talents. pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a donné la chance à ces jeunes d'avoir leur place à part entière dans les équipes seniors. Et Ok. c'est ce qui a permis à un moment donné à la possibilité à ces joueurs-là de s'émanciper et vraiment d'avoir ça. Et à partir Ouais. de là, et à partir de là aussi, en 2012, en 2014, je crois, il y a eu un changement de politique et le championnat d'Europe est passé à 16. Ok. Donc en fait, fini les tournois de qualif. Et à partir de là, on a pu vraiment commencer À grimper, à voilà, progresser. exactement. Et donc là, tu te qualifies au jeu. Je pense que je me souviens de tes photos. Forcément, tu as profité de l'instant à fond. Donc ça, c'est vraiment ton meilleur souvenir. J'en ai d'autres, mais Ça, c'est le Graal, quoi. ouais, sportivement parlant, on peut pas parler Ouais. d'autre chose. Les JO, pour tout sportif qui se respecte, c'est la consécration d'une carrière. Une médaille, c'est encore au-dessus. Mais Ouais. quand tu as, comme moi, passé 16 ans à t'escrimer, à faire des A, des B, des A, des B, et même pas à ne faire que des B, des tournois de qualif, des B, tournois de qualif, BDB, tournois de qualif. Heureusement que derrière, on avait les Jeux Med et des trucs comme ça qui nous permettaient un peu de rêver et de connaître autre chose, tu vois. Ouais. Mais c'était assez frustrant et c'était même déprimant Ok. à arriver à un certain moment où j'en suis même arrivé à mettre l'équipe de France de côté pendant quelques mois. Parce qu'en fait, j'avais plus aucune motivation, aucune utilité. Je voyais le désastre et de la situation. Je voyais que la fédération ne faisait rien pour nous aider à émerger ou à même progresser. Et c'était catastrophique. Donc, bon, bref, voilà. Donc consécration de la participation au jeu. Et est-ce que tu as un pire souvenir? C'est quoi tes plus grosses galères? Pire souvenir, plus grosse galère. Je vais dire les pires souvenirs, c'est les 11 finales que j'ai perdues dans ma carrière. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, j'ai 2 titres de champion de France. Tu as fait 11 J'ai fait finales 11 finales, de ouais. championnat de France. Ouais. J'en ai fait 6 avec Alors, à Montpellier, sur les 6 ans, j'en fais 4. Je fais 4 finales, j'en gagne 2. Ok. Ensuite, je fais 2 finales de Coupe de France, je les perds. Je fais 2 finales de Coupe de la Ligue et je les perds. Et derrière, dernièrement, avec Noisy-le-Sec, je fais 2 finales aussi de Championnat de France que je perds Ok. et 2 finales de Coupe de France que je perds aussi, quoi. Donc, à un moment donné, c'est des défaites qui font mal et c'est des très mauvais souvenirs, clairement. Même avec aussi Sabadell, à l'époque où je jouais, où on en gagne une, mais on en perd une aussi, finale de Coupe de Roi. Donc voilà, donc en fait, chaque défaite au final est un des pires souvenirs. Mais derrière, après, l'échec est formateur et c'est des choses que tu te sers comme force pour la suite, quoi. Ouais, clairement. Ça me fait penser au nombre de shoots de Michael Jordan qu'il a raté dans sa Ouais, carrière exactement. pour quand même se retrouver meilleur marqueur et MVP.
Ouais, parce que par contre, après, à l'instar de ça, le water polo, c'est quand même quelque chose d'assez différent, tu vois. Sur un parquet, quand tu cours, c'est assez facile de faire la différence sur des mecs. Water polo, c'est un petit peu plus difficile quand même. Tu veux dire qu'il y a plus de collectifs? Ouais, tu es obligé d'avoir plus de collectifs. À un moment donné, par exemple, un élément clé du sport de haut niveau en water polo, c'est que jamais, par exemple, comme au foot, une petite équipe, je pense qu'au volley, ça peut être pareil, hein, Ouais, mais une petite équipe gagnera une grande. ok, C'est impossible et ça n'arrivera jamais. ouais, Jamais une équipe qui est dernière de championnat ira taper le premier. d'accord, Non, c'est ça, impossible. Ça n'existe pas. ok. On va basculer un peu sur ton quotidien, ta vie privée, un peu ce que tu fais en dehors du water polo. Même si là, je vais te poser la question de ta journée type Ouais. pour que tu nous dises un peu à quoi ça ressemble. Moi, ma journée type, elle est très simple. Alors, je vais casser les codes un peu et un peu comment on appelle, décevoir la horde de personnes qui pensent que tous les sportifs sont forcément des mecs hyper sains, qui se lèvent très tôt, qui dorment très bien, qui se font le petit-déj parfait, qui se lèvent 1 heure, 2 heures avant, faire leur petite routine d'échauffement et tout. Non, moi, j'ai même dire une chose, j'ai connu des années où j'avais entraînement à 10 heures et je me levais à 9h40 pour être à 10 heures l'entraînement, quoi. Voire 45 des fois, parce que j'habitais tout à côté. Donc, il y a eu des périodes comme ça de jeunesse où c'était compliqué. Mais aujourd'hui, clairement, ma journée type, j'essaie de me lever une bonne heure avant l'entraînement, histoire de ne pas arriver la tête vraiment fatiguée ou truc, histoire de bien me réveiller un peu. Par contre, moi, j'ai pas de routine le matin. Moi, c'est je Ouais. me lève, je vais aux toilettes, je m'habille et je me barre. Voilà, Donc pas de petit-déj. il n'y a pas de petit-déj. Il y a Ok. pas de petit-déj parce que voilà, j'ai un système digestif un peu, pas unique, mais un peu différent, ou dans lequel, Ou t'es pas bien, non, forcément. si Ok. je commence à manger juste avant l'entraînement ou avant de faire un effort, derrière, je suis pas bien, Ok. je me sens lourd, j'ai des ballonnements, je suis pas, voilà. Je suis constamment en train de penser à ça et ça me détourne de ce que je dois faire. D'accord. Donc j'arrive à l'entraînement, je me change, j'arrive au bord du bassin. Nous, on a une obligation, c'est d'arriver à 45 pour un entraînement. Par exemple, à 10h, 9h45, tu dois être au bord du bassin et venir dire bonjour avant 9h45 à tous les gars. Après, tu fais ce que tu veux, si tu veux Ok. aller tu veux faire ce que tu veux. Et derrière, après, bon, tu as l'échauffement. Par contre, contrairement à d'autres sports, nous, il est assez libre, tu vois. Il n'y a Ok. pas un préparateur physique qui arrive, parce qu'on en a quasiment pas, même si on en a un qui est le deuxième entraîneur, nous. Et derrière, tu arrives. Donc, soit tu racontes un peu ta vie à tes potes, soit tu te mets d'un côté, tu fais ta routine, tu te fais ton petit entraînement. Donc il y en a qui s'échauffent hors bassin, j'imagine, Mm. et il y en a qui s'échauffent dans l'eau. Il y en a qui s'échauffent pas du tout. Il y en a qui Ok. arrivent, qui se posent, qui s'assoient et qui parlent. Et avec les astiques, qui font des trucs comme ça. Ou la spéciale, c'est le bassin là qui tourne. Ouais. Ah, celle-là, c'est la grande spéciale de tous les sportifs quand tu as envie de rien faire. Mais que tu veux faire qu'on Oui, paraître que tu fais quelque chose, quoi. ouais, ouais, Voilà, c'est la tu fais spéciale. semblant, quoi. Voilà, le bassin qui tourne voilà, à la hula hoop. Et après, tu as des mecs, par exemple, tu vois, moi, à Aix, un mec comme Enzo Katz, il arrive, il pose son tapis, il fait sa routine d'échauffement des épaules, du bassin, de tout ce qu'il a à faire. Il prend son rouleau, il fait son truc, il prend son élastique, il fait ses routines, ses échauffements. Et puis, tu as moi et 2, 3 mecs à côté qui sont là, qui baillent et qui attendent que le coach arrive pour commencer l'entraînement. Donc après... voilà, je pense qu'il faut, dans la mesure du possible, voilà, faire voilà, ce que toi tu as besoin. Si tu en as Ok. besoin, tu le fais. Si tu n'as pas besoin, tu n'as pas Ouais. besoin forcément. Tant mieux. Après, nous, au water polo, on a vraiment des horaires très spécifiques. Alors, je ne veux pas faire le mytho, mais je pense qu'on est vraiment un des sports co qui s'entraîne le plus au monde en termes d'horaire. Ok. En termes d'horaire. Par exemple, C'est-à-dire, vas-y, c'est quoi les. bah, je vais une semaine type à Aix, c'est lundi 10h midi, Ouais. 18h 21h, mardi pareil, le mercredi 8h 10h, le jeudi 10h midi 18h 21, le vendredi 10 12 et 16 19. Ok. À peu près les matchs le samedi, quoi. Donc je pense qu'il y a quasiment aucun sport
que je connaisse. Et entre-temps, en plus, tu fais tes séances. Tu vas voir le kiné? Ouais, moi, Beaucoup, surtout ouais. aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, j'ai 2 à 3 séances obligatoires de kiné par semaine. Ok. Sinon, je peux pas. Après, à la maison, j'ai le pisto-massage, j'ai les crèmes de soins. Ah, tu vois que tu as des routines quand même où tu fais attention. Bah, c'est pas de faire attention. C'est à un moment donné, c'est pareil. Quand tu as une vieille voiture, tu vérifies pas l'huile constamment. Si tu fais pas attention à la durite, aux bougies, bah, va te laisser en rade. Et à un Non, moment parce que donné, là, ce que tu es en train de me dire quand même, c'est que paradoxal, hein. tu as 41 ans. Ouais. Tu as fait toutes ces saisons, donc plus de 25 saisons, et sans t'échauffer. Exactement, exactement. Magnifique. Parce qu'en fait, voilà, après, moi, je me cache pas, j'ai toujours ce que je pense, hein. Moi, j'ai toujours pensé, et je le maintiens, que l'échauffement et la récup, c'était un truc inventé par les entraîneurs pour faire plus de contenu et plus d'heures, tu vois. Ok. Donc, moi, c'est vrai que non, je me rappelle toujours. Après, ça cadre avec comment t'appelles ça, mon parcours aussi. Ok. Par exemple, je me rappelle les Espagnols, ils m'avaient branché à l'époque où je suis arrivé mes premiers entraînements à Catalunya, où j'arrivais 20 minutes avant, 30 minutes avant, et je m'échauffais, je faisais des pompes, des abdos, j'arrivais, j'étais en sueur. Et eux, ils étaient là avec une balle et ils tapaient, tu sais, ils faisaient les petits trucs contre le Ouais, mur, là, ouais. tu sais. Et je me rappelle, au bout de 6 mois, ils m'ont dit, mais en fait, quand t'es arrivé, on a rigolé, nous. On t'a vu arriver, t'es chauffé, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou, ce mec, ou quoi? C'est pas du tout le délire de l'époque, de ça. Par contre, après, voilà. Autant on n'est pas un sport qui est très pointilleux sur l'extérieur. Autant par contre, quand il faut envoyer, voilà, on Ok. envoie et tu sors de là, tu es rouinté, quoi. Tu as fait 2 heures d'entraînement où tu as nagé entre 2, 3, 4, 5 bornes, où on t'a demandé de vraiment pousser ton corps à son paroxysme, sachant que tu as fait souvent muscu avant, où tu as bien chargé Ouais. aussi. Donc voilà, par exemple, tu vois, à Aix, on arrive le lundi matin, on nage 3 bornes et 3 bornes à Bombay. Et le soir, on arrive, on fait une heure et quart, 1h20 de muscu de très haute intensité. Et derrière, on plonge dans l'eau et on fait quasiment 1h15 de contre-attaque avec des trucs. Donc, tu sors de là, tu peux même plus marcher, tu peux même plus tenir droit. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, est-ce que la notion de vraiment arriver 30 minutes avant Ouais. pour t'envoyer, est-ce que c'est pertinent? Voilà, après, Ok. chacun son avis sur la chose, quoi. Donc si je te repose la question, c'est quoi Ouais. la recette, ta recette de la performance? Ma recette de la performance, c'est je pense que réellement, tout le monde est unique et tout le monde a besoin de faire des choses qui lui servent. Et peut-être à un moment donné, il y a de la superstition, il y a de la mentalité, il y a du mental, il y a ce que tu veux. Mais je pense qu'il faut rester fidèle à ce que tu es et pas essayer de te prendre pour un autre. Par contre, il ne faut pas être fermé. Moi, je sais que toute ma carrière, j'ai été ouvert à tout. Ok. Par exemple, j'avais un préparateur, changé de préparateur physique. Il m'avançait des théories de prépa physique différentes. Ok, ben j'essayais de me faire une idée, je voyais si c'était pertinent, si c'était utile ou pas, tu vois. J'arrivais pas d'entrer en disant, vas-y, mais toi, tu me dis de la merde, moi, je sais ce qu'il faut faire, je connais mon métier, je connais mon boulot. J'ai jamais fonctionné comme ça. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de me préserver et de pouvoir aussi continuer. Parce que j'ai toujours été ouvert aux innovations, j'ai toujours été ouvert à des façons différentes de penser, de concevoir les choses, de jamais aimer trop rester à tourner en rond, à rester sur place, tu vois. Donc il y a Et- quand même cette notion de progression Ouais. que tu vas chercher par des nouvelles techniques, des nouvelles solutions. Là, on parle de la prépa physique, mais Ouais. peut-être aussi de prépa mentale. Est-ce que ça, tu as été ouvert à ça ou pas? la Alors, prépa j'ai mentale, jamais par eu exemple l'occasion d'avoir un prépa mental. Ouais. Jamais. Donc, Parce que t'en as pas besoin. Alors, pas que j'en ai pas besoin, mais je n'ai jamais eu la chance qu'un club ou qu'une une équipe nationale Ouais. me propose Ok. ou n'ait les moyens d'avoir un préparateur mental. Déjà, moi, quand j'ai commencé en équipe de France, on avait un entraîneur et puis ça s'arrêtait là, quoi. Ouais. Il a fallu faire grève pour avoir un médecin et un kiné à un moment donné sur les stages où on faisait 8 heures par jour. Ouais. Là, aujourd'hui, il y a 10 membres de staff dans l'équipe nationale de water-polo qui va au jeu. Donc, Ok. les choses ont évolué dans le bon sens et c'est très bien. Mais moi, à mon époque où j'ai commencé, tu avais un entraîneur et ça s'arrêtait là, hein. D'accord. L'entraîneur,
il gérait les billets pour partir en voyage, il gérait l'hôtel, les chambres, l'hôtel. Donc, on n'avait pas ce luxe. Ouais. Donc, derrière, moi, au final, Et toi, t'es pas allé non plus chercher à t'intéresser à ça alors j'ai cherché à m'intéresser à ça en regardant ce que faisaient les autres sports, Ok, notamment le hand, le rugby, le foot, le volley, comment évoluer ces autres sports, comment ils se tournaient vers des choses différentes, comment eux se servaient aussi peut-être à un moment donné des forces d'autres disciplines pour toujours aller de l'avant, évoluer. Par exemple, moi, à une époque, quand j'étais jeune, je voyais que à 7, on n'avait pas de prépa physique. Ben, j'étais allé solliciter un mec qui était un ancien boxeur. Et le mec m'avait fait de la prépa physique de boxe. ok. Ça m'avait apporté plein de choses différentes. Derrière, je suis arrivé en Espagne. C'était une autre façon de concevoir l'entraînement, etc. Et pareil, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait évoluer mentalement en tant que personne, mais aussi sportivement parce qu'elles m'ont montré des façons différentes de concevoir l'entraînement, de D'accord. concevoir la vie, de concevoir le sport. Et derrière, après, c'est hyper enrichissant, quoi. Et en parallèle du sport, toujours sur l'aspect mental, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans ta tête? Est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu aimes faire à l'extérieur, des hobbies, sortir avec les potes je te poserai la question après. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a en dehors du sport déjà qui te permet d'être bien? J'ai jamais eu besoin de choses spécifiques pour me sentir bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis quelqu'un de très simple, très enjoué. Je pense que depuis qu'on se connaît, jamais tu m'as vu tirer la gueule ou arriver C'est vrai. à se voir ou putain, Ed, je suis au bout de ma vie. La vie, elle est pas belle. J'ai envie de me suicider. Je pense que tu m'as toujours connu. Dès que je te vois, j'ai le sourire parce Ouais. que voilà, et toi aussi, parce qu'on est. Voilà, on est ce genre de personnes qui aimons la vie, qui aimons les choses simples et qui n'avons pas forcément besoin de choses extraordinaires tous les jours à faire pour être heureux. Donc après, moi c'est du basique. Par exemple, en fait, moi, j'ai toujours bien aimé agrémenter mes moments de libre par d'autres choses. Tu vois, à une époque, c'était le basket. Mhm. Voilà, maintenant, après, à une époque, c'était le golf. Ah, je me suis mis au golf. Ça m'a permis de Oui, vraiment c'est de... vrai, j'avais Ah, vu que ouais. tu avais fait du golf. Ouais, je me suis mis au golf. Bon, je joue encore un peu aujourd'hui. Là, je me suis mis au padel depuis quelques temps parce que voilà, beaucoup de potes s'y sont mis aussi. Mais en soi, je pense que j'ai été simple comme tout le monde. Je suis pas allé chercher des trucs invraisemblables parce qu'en fait, au final, j'en avais pas besoin. Ouais. J'avais pas besoin en fait de me rassurer par rapport à ma vie ou par rapport à mon sport avec des choses qui m'apportaient ça. En soi, je savais qui j'étais, je savais d'où je venais. Et en fait, la simplicité de ma vie me suffisait en fait. Et donc là, donc moi, ce que j'entends, c'est que oui, tu n'avais pas besoin de beaucoup plus. Non. Tu découvres d'autres activités, d'autres sports qui Mm. t'amènent aussi à un peu de moments différents où tu coupes. Il y a l'aspect scolaire dont on n'a pas parlé. Ouais. T'étais comment à l'école? Alors, à l'époque, j'ai commencé. Alors, ça a été un peu paradoxal et je pense que ça rentre extrêmement dans les tendances d'aujourd'hui hein, quand on parle d'échec scolaire. Par exemple, en CP, j'étais le meilleur élève de ma classe. Mais vraiment, j'étais le premier. J'étais en apprentissage, en truc. Genre, j'étais le premier, il n'y avait rien là. Ouais. Malheureusement pour moi, en CE1, je suis arrivé sur un maître d'école qui était à ses premières années et qui était un peu sur les dents, quoi. Un peu sur les dents. Et je sais pas pourquoi. D'entrée, j'ai été sa tête de Turc. Je D'accord. sais pas pourquoi, je sais pas ce que je lui ai fait. Peut-être parce que j'étais rouquin ou qu'il avait des a priori sur les rouquins, j'en sais rien. Mais d'entrée, j'ai été sa tête de Turc. Et ce maître n'a eu de cesse que de me harceler Ok. au quotidien, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Dès que je réussis pas quelque chose ou que j'avais une note qui n'était pas dans les standards de la classe, je me rappelle toujours, il m'arrive fumiste. En figura, à 6 ans, le mec il est arrivé, il me traitait de fumiste. Je me rappelle une fois où la cloche a sonné et mes affaires n'étaient pas rangées, où j'étais un peu le dernier dans la classe. Il m'avait attrapé mes affaires, il les avait jetées par la fenêtre. Ok. Il avait jeté mes affaires par la fenêtre et je sais pas si tu peux t'imaginer l'image d'un gamin de 6 ans dans la cour de récré à la sortie de l'école où tout le monde te passe dessus,
où tu es en bas en train de ramasser tes affaires par terre et ton frère vient t'aider à ramasser tes par terre parce que un maître d'école t'a balancé les choses par la fenêtre comme si t'étais une merde en fait. Donc, je pense que ça a été le premier traumatisme de ma vie et je m'en suis, entre parenthèses, jamais remis. À tel point que le mec m'a fait redoubler mon CE1, quoi. Truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la scolarité, quoi, tu vois. Donc, à partir de là, je pense que j'ai eu un gros choc psychologique, notamment dans ma confiance en moi et pas mal de choses. Et ça m'a déjà déconnecté un peu du système scolaire et Ok. de ce genre de choses. Déjà, à ce moment-là, une fois que tu as été touché par cet épisode-là, toi, derrière, tu as décroché? Parlant de ça, j'ai croisé ce mec 10 ans plus tard et il est venu s'excuser. Ah ouais? C'est quand même extraordinaire, tu vois. Ah non, c'est C'est-à-dire que incroyable. le mec est venu reconnaître 10 ans plus tard qu'il avait été un bip. Et il m'a expliqué, c'était mes premières années, j'étais pas truc, donc c'est vrai que... Et là, j'ai tellement pas su quoi lui dire au final Ouais. que je dis, bah ok. T'as accepté les excuses ou pas? Non, non. D'accord. Alors, je suis passé à autre chose. Alors moi, je suis quelqu'un qui passe à autre chose, mais qui oublie jamais, tu vois. Ok. Je suis pas rancunier, je te ressortirai pas les choses. Mais voilà, les choses sont passées, c'est fait, voilà. On passe Et- à autre chose, mes parents, j'oublie jamais. J'oublie Ok. jamais rien. Et du coup, t'as passé le bac ou pas? Alors ouais, attends, parce que c'est pas fini, hein. Donc derrière, ma mère m'a changé d'établissement et j'ai redoublé mon CE1. D'accord. Et là, j'arrive, deux premiers mois, je crois. Au premier mois, je fais une tour avant tout le monde parce que je refais des choses que je connaissais. Donc là, je reprends un peu confiance en moi. Alors, à l'image, à l'époque, c'était les bons points et les images, tu vois. Ouais. C'est moi qui avais le plus d'images de toute la classe. Et au bout d'un mois et demi, 2 mois, la maîtresse d'école, qui était ma maîtresse 1 et directrice d'établissement, me convoque à mes parents. Elle me dit, il est trop en avance, il a rien à faire ici, il a pas de lacunes, je vois pas ce qu'il redouble. Faut le faire passer en classe supérieure. Et moi, je dis non. J'ai mes parents, je ne veux pas. Je veux pas passer en classe supérieure, je me sens bien, je veux pas. Et ben les trois, ils m'ont forcé et je suis passé en CE2 là sur le coup. Et là, j'arrive au bout de 2 mois, déjà en retard sur le programme. Et là, bim, Ok. Et là, largué. tu redécroches. Largué et je décroche. Là, Ok. je décroche complètement. Et ça coïncide très clairement au moment où je commence le polo, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Et là, après, il y a un fossé qui se creuse, un décalage, et je suis plus du tout dans l'école. Ok. Je suis dans le sport, je suis dans le rêve, je suis voilà, dans les films de petits garçons. Et l'école, ça y est, pour moi, c'est fini déjà. Ok, d'accord. Voilà. Donc l'école, t'as arrêté Non, après, je vois, regarde, ça n'a pas loupé derrière, hein. Bon, je passe forcément parce qu'il faut passer le CE2, le CM1, CM2, donc forcément on pousse vers la sortie, donc je le passe. J'arrive en sixième, je la redouble. J'arrive en cinquième, je la redouble. Ok. Je change d'établissement encore. Et là, du coup, je vais jusqu'en troisième. Et en troisième, on m'envoie, alors que j'étais une buse en maths, on m'envoie à Charles de Gaulle en comptabilité, quoi, BEP compta. Je me dis, qu'est-ce que je fous là-bas? Et à partir de là, je sais que c'est fini, quoi. Je sais Ok. que c'est fini. J'ai 16 ans quasiment. Je sais qu'au bout de la fin de l'année, j'ai plus l'obligation d'être scolarisé, que je peux me lancer à fond dans le polo. Et déjà, mon esprit est là-dedans. Ok, toi, t'es vraiment. Ton échappatoire, c'est le sport. Ouais, voilà. Ok. Je sais que j'ai plus rien à faire à l'école. Je sais que c'est pas pour moi. Et je sais que la prochaine étape de ma vie, c'est être poloiste. Ok. C'est être poloiste. Et cette année-là, d'ailleurs, je passe mon BE, mon brevet d'État. Et je suis en équipe de France junior, espoir. Je commence à faire mes débuts en élite. Et là, je me rappellerai toute ma vie mon bulletin de notes à la fin de l'année, où il y avait des profs qui mettent qui est cet élève, je l'ai jamais vu, je l'ai pas vu de l'année. Enfin bon, c'était assez Ça, c'était marrant. pour le BE? Ouais, non, pour le BEP, ça. Parce Ok. que je passais mon BE, la même année où j'étais ok. en BEP comptage, je passais mon BE. Je commençais un peu en élite. Et je faisais les équipes de France junior et à prime, tu vois. Donc, t'as eu les deux? T'as eu le BEP et le BE? Non, alors j'ai pas eu le BEP. Ok. Comme je t'ai dit, vu que je l'ai même pas fini, Ouais. déjà au bout de 6 mois, j'étais plus à l'école. Et j'ai eu mon BE par contre. Mon BE, Donc, monsieur de l'époque était CTR, qui s'appelle Joseph Brito, m'a obligé à passer parce qu'il m'a dit c'est un équivalent bac. c'est Et clair, t'en non, auras mais besoin pour plus tard. c'était le bagage, je pense que. Ouais, et puis derrière, après, il m'a dit avec ça, tu peux faire maître nageur, entraîneur. Donc, Très quoi bien. qu'il arrive, ton avenir, il est assuré, tu te retrouveras pas sans rien. Et puis après, derrière, au final, mes parents derrière et tout le Ouais, monde. ouais.
j'ai écouté. Pour une fois, j'ai écouté. Parce qu'au final, j'avais quand même cette liberté de pouvoir faire ce que je veux. Je remercie mes parents pour ça, parce qu'ils ont même, s'ils ont passé leur vie à être inquiets, Ouais, à se ouais. demander ce que j'allais devenir, ils ont quand même toujours respecté ce côté-là de me laisser faire les choses. Et du coup, j'arrête à 16 ans, j'ai mon BE et ça s'arrête là, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tu as repris? Alors, j'ai eu la chance en 2016, quand je rentre des Jeux, de connaître un homme extraordinaire qui s'appelle Arnaud Roussel, qui était à cette époque-là, plus à cette époque-là, mais qui a été le responsable développement marketing du Montpellier Interpolo, avec qui j'ai tissé des liens d'amitié très forts, encore aujourd'hui. Euh, et qui a vu en moi vraiment des capacités, des qualités que même moi je voyais pas, tu vois, et qui m'a dit tu te dois d'être le meilleur ambassadeur de ton sport, et qui a commencé un peu à me faire comprendre ce qu'était le professionnalisme, tu vois, parce que jusqu'à là, moi je m'en foutais, hein. Moi je jouais pour m'amuser, Ouais, ouais. je sortais, j'arrivais en retard à l'entraînement. Quand il fallait mettre le polo, ben, j'avais un t-shirt. Quand il fallait mettre le t-shirt, j'avais le polo. Enfin, bon, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et lui, vraiment, m'a vraiment appris à, ben, encore une fois, on en parlera plus tard, mais à avoir une belle image pour transmettre des valeurs et à transmettre un message avec plus de légitimité que, à un moment donné, ben, c'est toi qui vocifères comme un poissonnier dans la rue en disant ce qu'il dit. Donc, c'était quand même quelque chose d'important à ce moment-là. Et puis, quand je suis arrivé à Montpellier à l'époque, où il m'a demandé qui je voulais être, j'ai dit, ben, je veux être la star du club. Et puis, voilà, ça s'arrête là, quoi, tu vois. Donc, il a fallu concevoir une image et faire vraiment des choses Ok. Et, qui rentraient là-dedans, quoi. et là, tu as commencé à préparer ta reconversion ou pas? Bah, en fait, donc c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, quand je rentre des Jeux, lui était prof associé à la fac de STAPS de Montpellier Ouais. et était en train de créer une licence pro qui s'appelait la licence GDOSSL, c'est-à-dire Gestion, Organisation et Développement des structures de services et sportives et de services, tu vois. Ok. Donc en gros, c'est clairement comment gérer une asso, comment gérer une structure. Un club? Voilà, exactement. En Ok. gros. Donc derrière, j'ai fait ça, je l'ai eu. Voilà, Ok. j'ai eu ma licence pro. Alors j'ai repris la fac à 35 ans. Trop bien. Voilà. J'ai eu ma licence et derrière, j'ai enchaîné avec un DU Ouais. en marketing et management du sport territorial Super. que j'ai validé aussi. Donc derrière, au final, ben voilà, je me retrouvais avec un bac-3 à bac+3. Trop bien. Et voilà, j'étais content, j'avais réussi ma vie. Et puis moi, ben ouais, ça y est, c'est tranquille, j'avais fait ce que j'avais à faire. Et puis ça me permettait derrière d'avoir une légitimité parce que au final, c'est la société, surtout en France, elle est que t'as pas de diplôme, t'as pas d'avis à donner sur la chose, tu vois. Ouais, Donc, ouais. et puis quand tu la donnes, t'as vite fait de passer pour un débile ou un mec qui sait pas ce qu'il dit parce que forcément t'as pas d'études, donc t'es considéré comme un moins que rien. Donc quand t'as des diplômes et que tu les fais valoir, on te dit ah là on commence à t'écouter. Donc bon, c'est quand même un peu triste, mais c'est la réalité des choses, quoi. Ouais. En tout cas, déjà, enfin, respect pour tout ce parcours. Ouais, on essaye, hein. On voit bien que tu mâches pas tes mots aussi. Non, jamais, moi je dis ce que j'ai à Et dire. que t'assumes. Ça arrange que ça arrange, que ça dérange, je m'en fous. Et derrière ce caractère super fort, cette assurance aussi, parce que clairement, tu es aussi capable de dire que tu es le meilleur à tel moment, que tu as des capacités, des facilités. Est-ce qu'il y a un driver derrière tout ça? Donc moi, je pense à un moment compliqué dans ta vie que tu as vécu. Ouais. Est-ce que ça, c'est des choses qui en font partie? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, parce qu'après, encore une fois, alors, driver, c'est. Pour moi, la vie est un driver. Parce qu'en fait, on est la somme des choix qu'on fait par rapport aux épreuves qu'on traverse dans la vie. Et on est encore une fois de plus, on se forge le caractère des capacités qu'on met pour supplanter ces épreuves. Et moi, j'ai toujours dit, je le dis encore à des jeunes aujourd'hui, l'école, c'est le sport de la vie. Ouais. Si tu te caches à l'entraînement, tu te cacheras dans la vie. Si tu baisses les bras à l'entraînement, tu baisseras les bras dans la vie.
Et si tu n'es pas honnête envers toi-même à l'entraînement, tu ne seras jamais honnête envers toi dans la vie. Donc en fait, aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est ça en fait. Et en fonction des épreuves, des douloureuses épreuves de la vie que tu traverses, je pense que le problème, c'est de pas de tomber ou de compter combien de fois tu es tombé, c'est combien de fois tu t'es relevé et combien de fois tu es allé de l'avant pour essayer de faire face à tout ça. Et en fait, moi, ma vie, c'est ça en fait. C'est d'être passé par des belles choses, mais de passer aussi par des choses très dures et d'être arrivé à faire face. Et donc, on va en parler, ouais. Ouais, bah là, l'épreuve dont on parle, c'est à 21 ans, donc très tôt d'ailleurs dans ta carrière. Donc, tu as perdu ton grand frère. Tout à fait, ouais. Ça a été forcément un choc. Et c'est ce qui aussi là, dégage en fait toute la puissance que tu as. En fait, quand là, je suis à côté de toi, je sens les énergies. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur... voilà, je sais que tu as un tatouage d'ailleurs. Ouais. Donc, plus tard, il est là. ouais. C'est quoi d'ailleurs comme tatouage? C'est un 7 et un 2. En fait, Ok. lui, il avait ce tatouage 7 derrière le triceps droit, un peu plus en chiffre gothique. Ouais. Et moi, du coup, je l'ai un peu modifié. J'ai rajouté son nom mêlé au mien, qui fait un message Ben Ati pour toi, Ben, qui est son prénom et le mien jubilé. D'accord. En fait, quand on a joué ensemble, il était 7, j'étais le 2, donc c'est un 2 à l'envers avec un 7. Donc voilà, c'est quand même un petit peu cherché. Ouais, la mort de mon frère, ça a été une expérience de vie hors du commun, puisque après, j'ai été confronté à la mort très tôt, hein. Ok. Moi, à 16 ans, j'ai perdu. Déjà, mon grand-père paternel est mort une semaine avant ma naissance. D'accord. J'ai pas connu. Ma grand-mère maternelle est morte à mes 16 ans, l'été. L'été d'après, ça a été ma grand-mère paternelle qui a été comme ma mère qui m'a élevé. Et l'été d'après, ça a été mon grand-père paternel, pareil, qui vivait à 200 mètres de chez moi, et ma grand-mère qui vivait en bas de chez mes parents. Donc, c'est des grands-parents qui m'ont élevé toute ma vie, qui étaient comme des parents pour moi. Donc, très, très tôt, très, très jeune, j'ai été confronté à la mort et à la vie. Par exemple, ma grand-mère maternelle, j'ai pas pu l'enterrer, puisque le lendemain, je partais en équipe de France junior et je devais partir en Slovaquie faire un tournoi destination, tu vois. Donc, 16 ans, t'as perdu ta grand-mère, tu te barres tout seul à l'étranger. Donc, bon, c'est pour ça que je te dis que j'ai été confronté à la mort très tôt, mais rien ne s'est approché de la perte de mon frère. Surtout qu'en plus, Ouais. c'est arrivé de façon tellement brutale. Je me rappelle encore, il m'avait appelé la semaine d'avant en me disant qu'il voulait venir passer le jour de l'an à Barcelone avec moi. Et Oui, parce que toi, tu joues en Espagne. ouais, je jouais en Espagne à ce moment-là, Ok. j'étais à Sabadell et mardi midi, je sors de l'entraînement, mon père qui m'appelle et qui m'annonce ça, quoi, tu vois. Donc là, il n'y a plus de monde en fait, il n'y a plus de monde autour de toi, tu sais plus où t'es, tu sais plus ce qu'il en est, t'es à l'étranger avec des étrangers, même si c'est des potes, c'est pas non plus. Voilà, t'es là, tu pleures, tu sais pas, Ouais, bien tu sais sûr. pas où t'en es, tu sais pas comment faire, ton père en pleurs qui te demande quand est-ce que tu rentres. Toi, tu sais pas encore ce qui vient de t'arriver. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et tu rentres chez toi, un pote t'amène chez toi, tu prends les premières affaires que tu trouves, tu vas à la gare et comme par hasard, le seul train qu'il y a, il y a pas parce qu'il y avait deux trains pour 7 à cette époque-là. Et tu dois prendre un ferrocarril de cette époque et un TER et qui met 4 heures pour arriver à 7, quoi, tu vois. Et qui s'arrête par toutes les gares jusqu'à 7. Ou à un moment donné, il faudrait aussi attendre à Port-Bou, parce qu'il y a un changement de rail de l'époque et tout. Enfin, moi, c'est un calvaire. Et pour revenir sur du coup la suite, ça a été, je suppose, une motivation, une source d'énergie pour derrière jouer à ce haut niveau pendant toutes ces années. Ça, c'est intéressant de le partager parce qu'on parlait de la blessure, il y a l'aspect de vie privée qui peut jouer sur l'équilibre mental d'un sportif. Donc c'est ça qui est assez fort en fait quand je t'entends. Toi aujourd'hui, ça y est, là tu es sur ta fin de carrière. S'il y a des choses, des leçons que tu as apprises et que tu aimerais partager du coup aux prochains sportifs poloistes
par rapport à toutes Après, ces je pense épreuves? qu'il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit parce que je pense que chacun fait sa propre expérience en fonction de ce que lui donne la vie. T'en as qui ont la chance de naître et d'avoir des parents. Ouais. T'en as qui naissent et qui n'ont qu'une mère, qu'un père. T'en as qui naissent, qui ont une famille, qui divorcent, qui se déchirent. T'as des personnes qui ont la chance de rencontrer des personnes extraordinaires qui les mettent dans le sport et qui les accompagnent. T'en as qui se mettent au sport parce qu'ils sont orphelins et qui se battent pour ça, etc. Donc, les conseils, en fait, moi, je trouve ça un peu hypocrite parce que, en soi, tu ne peux pas superposer ce que tu as vécu à ce que quelqu'un vivra Bien après sûr. toi, tu vois. Donc, la seule chose que tu peux partager, c'est ces moments-là. C'est quand tu as vécu des choses difficiles, comment toi, tu as fait pour t'en sortir, comment toi, tu as fait pour te relever de ça et justement l'aider à pas tomber dans les mêmes pièges ou dans le même panneau parce qu'à un moment donné, c'est des choses auxquelles on n'est jamais préparé. Ouais. Moi, derrière, mon frère, ça a été une force, mais ça a été aussi une grande douleur, une grande faiblesse qui, à certains moments, m'a amené à faire des choses que je n'aurais sûrement pas fait si je n'avais pas vécu ça, tu vois. Là, son après-décès, je pleurais tous les jours, tous les soirs dans ma chambre, je ne pouvais pas dormir. Et la seule chose que j'avais trouvé à cette époque, c'était sortir et un peu de me fracasser un peu le crâne pour éviter de penser et d'arrêter de penser à tout ça. Donc, est-ce que c'est un conseil de vie à donner à quelqu'un? Je pense pas, tu vois. Et en termes d'équilibre, du coup, tu as réussi à le retrouver parce que ton pilier de la famille, c'est tes parents aujourd'hui. Ouais, complètement. Parce que souvent, quand j'échange avec les sportifs, et même moi, j'avais ce pilier de l'entourage hyper fort. Ouais, tout à fait. Le pilier des hobbies, le pilier des sorties aussi. Ça en faisait partie. D'ailleurs, pour passer sur une page un peu plus gaie aussi, les sorties, ça a été des choses où nous, on était dans une génération qu'on a partagée donc, entre l'Arago, les volleyeurs et les poloistes. Ça, c'est des choses, toi, que aujourd'hui, tu as changé par rapport à ça ou tu sors encore? Oui, je sors encore parce que pour moi, c'est un des piliers primordiaux. Je veux dire, ta famille, tes amis très proches, parce qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. mélanger, ouais. Voilà, il y a des potes que tu croises qui ne sont pas des amis, qui sont des potes. Tu as des personnes que tu rencontres qui deviennent des amis, et puis tu as des personnes qui étaient des amis qui ne le sont plus parce qu'à un moment donné, elles t'ont donné des raisons de ne plus l'être. Ouais. Après, oui, forcément. D'ailleurs, j'ai vu dans ton questionnaire ta plus grande peur, mais ma plus grande peur, moi, demain, c'est de perdre mes parents parce que derrière, je suis seul au monde, j'ai une famille. Donc, si j'ai une famille à côté, j'ai des cousins, j'ai des cousines, j'ai des tantes, mais c'est pas exactement la même chose, quoi. Ok. Même si je suis élevé avec eux depuis que je suis né, mais voilà, moi, ma plus grande peur aujourd'hui, c'est de perdre très clairement mes parents et de plus avoir ce socle très dur parce que mes parents, ça a plus été que des piliers, ça a été vraiment mes rocs Ouais. qui m'ont maintenu pendant toutes ces années, qui ont accepté mes choix de vie, mes choix de carrière, qui ont été derrière moi, qui m'ont soutenu, qui ont été là quand ça a été difficile. Les 5 ans d'équipe de France, avant les Jeux, ça a été un enfer parce que j'étais le plus vieux, j'étais le plus capé, j'étais le plus expérimenté, sûrement le meilleur de l'équipe. Mais derrière, j'ai été traité comme un gamin de 17 ans qui venait d'arriver dans l'équipe. Tu vois, le mec était vraiment là pour me broyer et me faire clairement disjoncter pour que je parte de l'équipe. Mais j'ai montré pendant 5 ans qu'il n'y arriverait pas, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, voilà, quand tu vis ce que j'ai vécu par rapport à mon frère, en fait, derrière, plus rien peut t'atteindre. Tu vois. Bien sûr. Tu perds une partie de toi, une partie de toi meurt. Et en fait, tu t'en remets jamais. Et en fait, personne ne peut arriver à un moment donné à impacter psychologiquement ce vécu. Donc derrière, après, au final, t'es blindé. Alors peut-être un peu trop, parce qu'au final, derrière, tu t'enfermes dans un bunker justement de ressentiment, de peur, d'angoisse. Et tu laisses quasiment plus personne rentrer dans cette bulle, tu vois. Et il faut vraiment que les mecs ils creusent à la pelleteuse pour venir un peu rentrer dans ta vie, tu vois. Et ça t'aide un peu aussi à voir aussi quel est le bon du mauvais chez les gens, tu vois. Et tu vois de suite quels gens n'ont rien à faire dans ta vie et quels gens peuvent à un moment donné t'apporter certaines choses. Donc oui, ça a été un moteur, mais ça a été aussi à un moment donné une grande motivation parce qu'au final, bah, tu te dis que tu dois vivre pour deux maintenant. Tu dois vivre pour deux et tu n'as plus le temps pour les futilités, les conneries, les machins. Donc
il faut que tu profites de ta vie et c'est pour ça qu'on parle des sorties. Mais Ouais. je trouve ça aujourd'hui très dommage et très triste que je vois plus aucun gamin, aucun jeune qui arrive dans les équipes au nom de l'image qu'on essaie de donner, notamment par les réseaux sociaux, du genre idéal, de l'image parfaite du sportif. Voilà, t'as plus ça. Alors aujourd'hui, c'est les cafés la mode. Hein. Tu sors d'entraînement, tu fais un café. Tu ressors de la sieste, tu fais un café. Mais en fait, quand tu fais le café, tu ne fais que parler des banalités. J'ai vu ça sur Instagram, t'as vu, c'est marrant. Ouais, c'est génial. Tu me disais ça hier, que Ouais. c'est vrai qu'il y avait moins de cohésion par rapport aux générations d'avant, par le fait bah, d'améliorer quelque part aussi les hygiènes de vie, parce qu'il faut dire ce qui est, tu sors moins, etc. Mais par contre, tu y perds peut-être sur des moments de vie, des moments en soirée où tu vas être un peu plus ouvert à discuter, à connecter, à créer des liens, du lien parce que tu es sous l'alcool ou ce genre de choses. Alors moi, j'ai brisé un rêve là aujourd'hui. Et moi, après, encore une fois, je dis les choses telles que je les pense. Hein, mais excusez-moi, mais si on regarde une grande majorité de sportifs dans l'histoire du sport, Georges Best, les Ronaldo, non pas les Ronaldo, les Romario, comment ils s'appelaient là, Ronaldinho, enfin des mecs comme ça. En fait, il y a aussi un aspect qui va avec le génie et l'être à part, c'est aussi les démons auxquels tu dois faire face. Parce qu'encore une fois, une carrière, c'est ça aussi. C'est faire face au monde extérieur. Mais le défi le plus dur d'une carrière, c'est faire face à toi-même. Tous les jours, et je connais, encore une fois, je vais encore briser un mythe, mais je connais pas un sportif dans sa vie. Un sportif qui te dit tous les jours, je suis motivé pour me lever tôt et pour aller à l'entraînement, c'est un mytho. Ouais, Désolé, c'est un menteur. Il n'y a pas un jour où tu es tous les jours motivé à 200% pour être entraîné, manger bien, dormir bien, rien faire. Non, ça, c'est un menteur et c'est un mytho, faut le dire. Il y a des matins où tu te lèves, tu as la charge du monde sur tes épaules, tu as le poids du monde sur tes épaules, tu n'as pas envie, tu as envie de rien faire. Mais en fait, ce qui fait la différence entre les bons sportifs et les grands sportifs, c'est d'avoir cette capacité à se lever malgré tout, aller à l'entraînement, et même si dans un mauvais jour, quand l'entraîneur te demande une chose, c'est d'essayer de faire le maximum pour arriver à cette chose. Et le lendemain où tu te sens mieux, bah, tu penses cette chose et tu la coupes en deux. Par exemple, je vais prendre un exemple très clair. Moi, il y a des fois, j'arrive à l'entraînement, l'entraîneur me demandait une 10 au 100. Je savais que c'était pas possible ce matin-là. Ça, c'est un temps? Ouais, c'était un temps sur une série, par exemple, tu vois. Okay, ouais. J'essayais de me rapprocher d'une 12, une 11, des fois, tu vois, je galérais un peu. Par contre, les jours où j'arrivais, où j'étais motivé, j'étais à balle, il me demandait une 10, je faisais une 2, et je pétais la minute, tu vois. Okay. Et ça, je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Donc après, pour en revenir à ce que tu dis, je pense qu'aujourd'hui, alors, la cohésion est pas différente d'avant, mais elle est moins sincère, je trouve. Ok, d'accord. Je trouve qu'elle est moins sincère parce qu'aujourd'hui, tu es dans un monde tellement virtuel, tellement de paraître et d'image, qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as plus aucune authenticité, tu n'as plus aucune réalité des choses. Et je trouve aujourd'hui qu'on est vraiment en train de tuer le sport en lui-même. C'est-à-dire que tellement aujourd'hui, tout est facile d'accès, tout est tellement facilement jugeable, démontable et critiquable que plus personne n'ose être lui-même. Okay. Et par exemple, je vais prendre un exemple très clair. Moi, aujourd'hui, des cantonats, t'en verras plus. Okay. Tu n'en verras plus jamais. Tu vas voir un mec qui fait une frasque à un moment donné, excuse-moi, qui va mettre un marazon, qui va mettre une tarte à sa femme parce qu'il pète un câble au niveau de la pression. Tu vas voir un mec qui va acheter une voiture à 2 millions et qui va la planter parce qu'à un moment donné, il a un petit pète au casque. Mais tu verras plus un mec qui sera capable vraiment de dire ce qu'il pense et de se mouiller vraiment et de laisser son caractère et son être profond dire ce qu'il pense. Ouais. Voilà, exactement. Okay. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, tu n'as plus cette sincérité qu'on a connue à l'époque. Et en fait, sa sincérité, moi, je trouve que tu n'auras jamais mieux qu'en buvant une bière avec un tes coéquipier, un pote. Moi, j'ai vu des mecs qui se haïssaient, pas devenir potes, mais avoir un petit peu plus de respect l'un envers l'autre parce qu'ils ont passé une soirée ensemble et qu'à un moment donné, l'alcool a délié un peu les langues et l'un est arrivé à comprendre l'autre a écouté l'autre et ils sont arrivés à un moment donné dans un petit délire, alors on va dire australopithèque,
à se rejoindre sur se dire à un moment donné, mais en fait, t'es pas si un connard que ça, et toi non plus, t'es un mec cool au final, et on peut peut-être à un moment donné arriver à se faire un bout de chemin ensemble. Et encore une fois, comme je dis toujours, t'es pas obligé d'être le meilleur pote de tous tes coéquipiers. Mais par contre, tu dois les respecter. Et Ouais, pour les bien sûr. respecter, à un moment donné, il faut avoir cette envie de faire les choses pour eux. Et je pense qu'à un moment donné, la meilleure chose, c'est, moi, on m'a toujours dit, euh, une équipe se forge à l'entraînement, mais l'esprit d'équipe, il se forge au bar, hein. Donc, Ouais, à un moment donné, ok. pour moi, sur ça, il n'y a pas Ça, de. c'est la phrase qu'on va retenir sur, Ouais, sur ouais. cette Non, mais partie. c'est vrai, tu n'auras jamais la même attitude en buvant quelques bières avec un joueur, un pote, un ami, ce que tu veux, en allant boire un café à 8 h du matin avec un mec avec qui tu n'as pas plus d'affinité que ça. Ok. J'aimerais qu'on bascule sur la nouvelle page que tu ouvriras Ouais. peut-être dans un an, Ouais. donc sur ta reconversion. Qu'est-ce que tu veux faire après? Alors, c'est hyper. La vie est très surprenante parce qu'en fait, tous les plans de carrière que j'ai voulu mettre en place à un moment donné dans ma vie ont été chamboulés et ont été balayés d'un revers de main en l'espace d'une seconde, tu vois. Par exemple, je sais que quand je suis rentré d'Espagne à l'âge de 25 ans, mon but, c'était de rentrer à 7, essayer de rentrer à la mairie, avoir un taf et voilà, essayer de passer entraîneur de jeunes et essayer de faire mon truc. Donc, tu as déjà eu envie d'arrêter ta carrière bien plus tôt. Oui et non. Je me voyais en fait jouer. Je me voyais en fait après. T'as aussi ça dans la vie. T'as l'angoisse des parents qui à un moment donné, quand t'es pas encore assez mature et assez forgé à la vie, ces parents ont trop tendance à te passer leurs angoisses, tu vois. Et moi, c'est vrai, quand je suis arrivé à 25 ans, je m'étais blessé, je m'étais pété l'avant-bras. Et je venais de perdre mon frère. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui, à un moment donné, te refont voir la vie d'une Ouais. façon différente. Donc, tu te poses des questions que tu t'es jamais posées. Tu commences à envisager des choses que tu t'as jamais envisagées. J'ai jamais envisagé d'arrêter. Et par contre, j'ai envisagé à un moment donné de me dire, bah, voilà, je rentre à 7, je finis ma carrière à 7 jusqu'à l'âge que j'ai envie de faire, peut-être 30 ans, parce qu'à l'époque, je pensais qu'à 30 ans, j'allais arrêter, tu vois. Et je me dis, bah voilà, prends ton taf à la mairie, derrière, tu entraînes les jeunes un petit peu à côté, et puis voilà, à 30 ans, tu arrêteras, tu auras ton taf, et puis la vie se finira. Et puis en fait, pas du tout. Et en fait, je suis parti à Montpellier derrière. J'ai fait 6 ans. Arrivé à Montpellier, je commençais à avoir une certaine notoriété et pas mal de choses. Mais à un moment donné, je me suis confronté à. Voilà, je me sentais plus en termes de valeur, en termes de notion de pas mal de choses par rapport au club. Et puis, je me suis dit, bah, faut que je parte. Il faut que je parte de Montpellier. Je suis revenu à 7. Et à 7, j'étais parti dans le même optique. J'ai dit, allez, je vais finir à 7. Maintenant, ça y est, j'ai 33 ans, 34 ans. Ça y est, c'est bon. Maintenant, c'est la fin. Je vais refaire un truc. Et crise financière à 7, changement d'entraîneur, on vire à moitié de l'équipe. Je suis à deux doigts d'arrêter. Je ne sais plus quoi faire. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'appelle mon mentor, qui s'appelle Danny Bayard, qui jouait à l'époque, qui était entraîneur de Saint-André à l'époque. Et je l'appelle, je dis, putain, je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire de ma vie. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Là, l'entraîneur Kona, il est tellement éclaté que je pense que je vais arrêter le polo. Et il me dit, écoute, moi, je suis pas très riche. Si tu veux venir à San Andreo, je peux te filer 1200 balles et mes parents, tu paieras ton appart et ta bouffe, tu vois. Et là, je sais pas, je lui dis, vas-y, allez, banco. Banco, Donc, tu dis oui, banco, je viens, ouais. c'était la dernière chance, quoi. Alors, pas la dernière chance, mais je me dis, en fait, si tu as l'occasion, parce qu'en fait, j'avais perdu la flamme, j'avais tout perdu, tu vois, j'étais arrivé à un niveau de dégoût et de dépit qui était quand même assez fort. Et je me dis, s'il y a un endroit où tu t'es senti le plus vivant et le plus heureux dans ta vie, dans ta carrière, c'est en Espagne. Ok. Donc, à un moment donné, peut-être que c'est le moment d'aller retrouver tout ce que tu as perdu. Et j'arrive là-bas, et donc, je me filais 1000 balles. Je payais 350 € de loyer de mon appart et 150 € la bouffe au club. Et il me restait 500 balles pour vivre par mois à cette époque-là, tu vois. Et en fait, j'arrive dans ce club où il y avait, c'était le plus petit budget du championnat d'Espagne et l'équipe la plus jeune du championnat d'Espagne aussi, tu vois. Et par contre, là, j'ai retrouvé tous les basiques. Ok. Tout ce qui a fait que j'ai aimé ce sport, tout ce qui a fait que je me suis enthousiasmé pour ce sport, tout ce qui a fait que j'ai aimé ma vie, j'ai retrouvé le goût à la vie, j'ai tout retrouvé en fait. Donc, à partir de là, tu es reparti pour 7 ans de Ouais, à partir de là, je suis reparti waterpolo. pour ce temps parce qu'après, encore une fois, si tu veux, toute ma vie,
en tant que sportif et même en tant que personne, hein, les gens ont essayé de me dire comment je devais être, pourquoi je devais être ça. Et même au polo, combien d'entraîneurs ont essayé de faire moi leur pépite, tu vois, de dire à un moment donné, c'est moi qui ai fait ce garçon-là, tu vois. Alors qu'en fait, alors ça va être un peu très, très peu humble ce que je vais dire, mais je me rappelle d'une phrase dans le reportage qu'il y a sur les Bulls, où à un moment donné, Chuck Daly dit à son coach assistant, en parlant de Rodman, on ne met pas de sel à un pur sang, tu vois, ou à un étalon sauvage. Moi, je me suis un peu toujours comparé à ça parce qu'au final, j'étais très différent de tout le monde et j'avais une personnalité propre. Et le seul entraîneur de ma vie qui a compris ça, c'était Danny Ballard. Ok. Et en fait, lui, il n'a pas essayé de faire de moi quelqu'un d'autre, ni de faire de moi ce que lui voulait. Il a juste essayé de faire de moi la meilleure version de qui j'étais et de ce que je pouvais lui apporter en tant que joueur. Il a respecté qui j'étais, il a respecté parfois mes moments un peu de folie. Et il a juste fait en sorte de le comprendre, de l'accepter, mais de mettre à un moment donné certaines barrières pour me dire aussi, mec, ta personnalité est en train de te faire franchir la barrière, attention, reviens un peu avec moi, repars là-dedans et ça va bien se passer. Et derrière, je suis reparti encore là, derrière, je suis parti 3 ans à Paris, là je suis depuis 3 ans à Aix, donc en fait, ouais, c'est... Donc ça t'a relancé Ouais. sur quasi une dizaine d'années. Ouais, Et- ça m'a relancé, ouais, parce que et, ça m'a fait retrouver ma passion que j'avais perdue, mon amour, quoi, pour tout Et ça. donc là, tu te retrouves dans une situation où tu sais pas encore ce que tu vas faire après. Non, parce qu'encore Tu- une fois, c'est assez paradoxal, parce qu'encore une fois, j'avais tablé sur un projet avec Aix qui était d'intégrer le club, de vraiment essayer de voir ce que je pouvais apporter là-bas. Problème, encore une fois, des petits soucis financiers qui, à un moment donné, mettent en porte-à-faux les projets que tu peux avoir. Et puis derrière, en fait, au final, je me dis, ben, en fait, je fais rentrer à 7 en juin 2025. Je vais prendre le temps de me poser parce que j'ai quand même des projets. J'ai ce projet de monter mon affaire, de monter un business, de monter des trucs que j'ai envie de faire parce que Quel je me genre de dis, business? ouais, on verra, je sais pas, acheter peut-être une affaire, peut-être un petit resto-bar ou un truc D'accord, la comme ça, restauration. ou ouais, un truc comme ça avec un pote Ok. ou avec aussi un collègue qui est un peu dans ce même Ça, délire. ça, tu l'as déjà un peu réfléchi ou c'est encore un peu du domaine de Ouais, je l'ai l'idée? déjà un peu réfléchi. Pareil, à un moment donné aussi, je me suis posé la question d'ouvrir aussi mon agence pour aider justement les clubs de water polo à se développer, à Ok. vraiment se concentrer sur le développement de la pratique, l'importance du marketing, du développement, de la communication, de pas mal de choses, plutôt que d'être constamment sur l'attente des subventions publiques, etc., qui est aujourd'hui un Ok. modèle économique qui ne marche plus, hein. Donc, Et le club de 7, tu pourrais devenir manager, je sais pas, j'aimerais. directeur Alors oui, sportif. je vais pas mentir, hein, ce serait clairement mon rêve, hein, demain si je pouvais devenir directeur général, manager ou directeur sportif du club de 7 pour vraiment essayer de donner à ce club, de redonner à ce club ses lettres de noblesse et d'en faire un club qui mérite sa place aujourd'hui dans le paysage français. Oui, mais encore une fois, c'est pas si facile que ça. Ok. C'est pas si facile que ça. Pourquoi on Les te l'a jamais lois. proposé? Non, on me l'a jamais proposé parce que les lois ASSO 1901 sont des assos qui sont en grande partie dirigés par des bénévoles. Ok. Des bénévoles qui donnent du temps, des bénévoles qui sont souvent parents et qui, à un moment donné, ne captent pas vraiment la nécessité d'avoir, à un moment donné, des personnes qui sont capables, qui sont professionnels et qui peuvent être là pour apporter une expertise professionnelle et à long terme pour une association. Donc souvent, c'est malheureusement, alors c'est pas méchant, c'est un peu le souci du statut. Ok. Je suis président, je suis trésorier, je suis du CA. Et ces gens-là, pour les bouger, il Ok. faut cravacher. C'est pas facile. Et c'est souvent, surtout dans les petites villes, l'opinion publique qui prévaut. Et souvent, quand tu arrives et que tu essaies de changer ça, tu es souvent le méchant envahisseur qui essaie de foutre un peu la merde, quoi. Alors, bon. En fait, tu sais pas ce que tu vas faire après. Non, et je trouve quand même que c'est quelque chose qui est assez propre à la vie. Je pense qu'on a tous nos rêves, on a tous nos objectifs de vie, on a tous un peu... et je pense qu'aujourd'hui, surtout de la société d'aujourd'hui, on est en train de basculer dans
dans une forme d'anarchie où tous les codes sont en train d'être brisés, où tes grands-parents, mes parents, on a connu des modèles familiaux où voilà, ça se mariait, ça faisait des gosses très tôt, t'avais la maison, le chien, les enfants, et ça marchait. Aujourd'hui, tu vois que tout le monde se marie, tout le monde divorce, beaucoup de se maquent à 20 ans et se divorcent à 30 ans et commencent à faire leur adolescence un peu à 35 ans avec 2 enfants. Donc, Quand tu dis ça, du coup, tu es célibataire. moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, j'ai rien de tout ça. Mais encore une fois, comme je dis, il n'y a pas une vie meilleure qu'une autre. Il y a juste des chemins différents. Il y a juste des chemins différents et à un moment donné, encore une fois, tu as des rêves, tu as des convictions, tu as des envies, tu as des valeurs. Mais encore une fois, c'est comment tu réagis aux épreuves et aux changements de vie. Et en fait, ce qui différencie certaines personnes d'autres, c'est la capacité à un moment donné à réagir et à maintenir le cap contre vents et marées pendant les moments difficiles. Et j'imagine qu'en montant Sport Green, tu as dû passer par ces moments-là. Et tu as dû être aussi confronté à je lâche, c'est trop dur, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire. J'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai une maison. Et là, je vais peut-être droit dans le mur parce que financièrement, ça commence à être compliqué. Ou alors je lâche pas, je maintiens contre vents et marées, je vais au bout de ce que je dois faire et même si ça foire, au moins je sais que... Pour ça que je disais que l'échec est formateur. Et en fait, je pense que ce qui différencie les gens, c'est ça. C'est ceux qui arrivent à maintenir le cap et ceux qui lâchent. Et du coup, t'es en train de me dire que tu vas pas lâcher le water polo. C'est ça en fait que t'es en train de dire. Absolument pas, absolument pas. Alors encore une fois, ce que je dis, c'est que mentalement et psychologiquement, je peux. Okay. Je peux continuer encore 10 ans, mais vraiment sans autre point. Mais physiquement, c'est plus possible. Okay. Physiquement, c'est plus possible. J'arrive à un taux d'usure qui est hors du commun. Je suis allé faire des arthroscans il n'y a pas si longtemps et où le chirurgien m'a dit t'as le corps d'un mec de 80 balais. Voilà, okay. Clairement. Coude droit, genou, hanche, dos, arthrose de stade 4, arthrite de stade 3, plus de cartilage, plus rien dans les machins. Donc, ils m'ont dit clairement, la plus grande chose de ta vie, c'est faire du polo. Parce que tu es dans l'eau et comme là, il y a moins de résistance et de complications au niveau des articulations. Bah, tu t'en sors et tu peux continuer. Un mec comme toi qui ferait du hand, du foot ou du volley, mec est fini depuis 5 ans minimum. Ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment la mentalité qui fait défaut. C'est physiquement. C'est physiquement. Je le vois cet été. Je crois que c'est la première année où j'ai autant de mal à me remettre à faire quelque chose parce que mon corps vraiment me limite dans tout ce que je peux faire. Tu vois, padel, je peux pas. Vélo, dès que je fais du vélo, j'ai mal au dos, j'ai mal au truc. Dès que je vais faire de la muscu, pareil, je sors de là, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude. Ça devient trop compliqué. Je pense qu'à un moment donné, la limite de l'esprit, te disent à un moment donné, l'esprit n'a pas de limite. Mon cul, ton corps, à un moment donné, te ramène à la réalité de la vie. Quand tu peux plus bouger, tu peux plus marcher, ton esprit, il a beau dire, vas-y, lève-toi et tu te lèveras pas, quoi. Okay. J'arrive sur les dernières questions, un peu d'introspection. On a parlé pas mal de rêves, etc. C'est quoi ton rêve aujourd'hui ? Oh la vache. Dans le meilleur des mondes. Alors, mon rêve aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, ce serait de devenir directeur général du CED Natation, qui est mon club de cœur dans ma ville. Et vraiment arriver à lui redonner ses lettres de noblesse, à faire de ce club une pépite, parce qu'il a clairement un potentiel incroyable. Tu es dans une ville de 40 000 habitants, tu as 3 piscines dans une olympique, tu as le canal au milieu, la mer à gauche, l'étang à droite. Tu as vraiment des choses incroyables à faire et redonner les lettres de noblesse à cette formation. C'est toi ce que j'ai connu, à ce club de natation de formation que j'ai connu, vraiment redynamiser, redonner vraiment tout l'amour, toute la joie, toute la passion que moi j'ai eu la chance de vivre en tant que jeune et de la redonner à ces gamins aujourd'hui et de vraiment redonner à cette ville de Sète tout l'amour qu'elle m'a donné et vraiment lui redonner sa place qu'elle mérite au niveau du water polo français déjà et puis peut-être européen, mais vraiment monter quelque chose, un vrai projet humain. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'humain est trop mis de côté et je pense qu'aujourd'hui, les gens et moi, j'ai besoin de ça. Ouais. Génial.
Si tu dois résumer, aller en points clés, Ouais. tes grands apprentissages de ces 28 saisons au plus haut Mhm. niveau. Euh, Les apprentissages. Alors déjà, le premier, c'est qu'il faut garder cette âme d'enfant. Il faut garder ce petit garçon. C'est primordial. Je pense que si tu veux durer dans n'importe quel métier, sport ou quoi que ce soit dans ta vie, il faut garder cette part d'enfant, cette part de petit garçon que tu as en toi, parce qu'en fait, très tôt, très jeune, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans en pro. Et en fait, j'allais jouer en pro et derrière, je descendais dans ma catégorie. Donc en fait, on me demandait à 16 ans d'avoir la maturité d'un mec de 30 ans dans le jeu et dans l'attitude. Et derrière, je redescendais dans ma catégorie 14 ans où en fait, c'était l'adolescence, c'était l'insouciance, c'était de faire des conneries. Moi, je me rappelle à l'époque avec mes potes, notre délire, ça avait été d'aller se péter une bouteille de whisky sur la plage en plein cagnard pour voir ce que ça faisait, tu vois. Et les conneries d'enfants que tu fais à 14-15 ans, tu vois. Bon, ça, tu le fais plus, Non, rassure-moi. non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment de. Je me rappelle une fois, on était parti en stage, on avait sniffé l'Isostar aussi, tu vois, dans le train, mais parce qu'on était jeunes et cons, mais c'était des conneries de jeunes. Par contre, quand j'étais en élite, je faisais un pet de travers, je prenais une tarte. Ouais. Ce qui arrive plus aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est dans l'épanouissement, dans l'accompagnement, dans la bienveillance. Mais à un moment donné, une bonne tarte, ça remet bien les idées en place. Donc la bienveillance, c'est que ça a quand même ses limites. Et donc en fait, c'est ça. Parce que le monde, en fait, est terrifiant et il te confronte en permanence à sa réalité, à la difficulté de ce qu'est la vie en soi. Et je pense qu'à un moment donné, garder cette âme d'enfant, garder un peu cette insouciance, même dans les moments difficiles, ça te permet aussi à un moment donné de relativiser, de prendre du recul et de te dire à un moment donné que ce que tu vis, c'est dur. Ce que tu vis, c'est une épreuve de la vie, mais encore une fois, moi, je trouve que dire sortir du positif de toute chose, c'est des conneries, parce qu'à un moment donné, quand tu es au fond du trou et que tout le monde t'a piétiné, arriver à dire ah, il y a que 50 personnes qui me sont passées dessus, ça fait pas 100. Ouais, mais bon, mec, quand même, t'es à terre. Donc, je pense je pense pour moi, c'est le primordial. Arriver à quand même à garder cette joie de vivre et ce petit enfant qui. Et puis après, bah, je sais pas, après, je pense que En c'est tout encore cas, une ça, fois. c'est vraiment pour résumer en un point. Ouais, c'est moi. Finalement, ce Bah, que c'est tu moi. retiens. Tu me vois. Moi, j'ai des potes quand je rentre à 7. Après 30 ans, 20 ans, ils me disent t'as pas changé. J'espère bien que j'ai pas changé. Alors, changer ne veut pas dire que j'ai pas évolué. Ouais. Que j'ai pas mûri, que j'ai pas des idées que j'avais arrêtées à l'âge de 15 ans. Par exemple, à l'âge de 15 ans, jamais je jouerai à Montpellier. Finalement, j'ai été 6 ans à Montpellier, j'ai été champion de France. Enfin, plein de choses. Jamais j'irai jouer à Noisy-le-Sec. J'y étais 3 ans, j'étais double vice-champion de France, donc etc. etc. Je pense qu'aussi, un des grands enseignements qu'il faut aussi retenir de ça, c'est savoir s'adapter. Savoir s'adapter et à un moment donné, pas renoncer à qui tu es, pas renoncer à tes valeurs ou à tes convictions, mais juste à un moment donné, savoir ce qui est le mieux pour toi et sans tapiner ou sans à un moment donné te renier, parce que ça aussi, je l'ai vécu dans ma vie. Je me suis à un moment donné renié moi-même. J'ai renié mes convictions, j'ai renié mes valeurs à certains moments. Et ça a été un des pires drames de ma vie, ça. Ok. Quand tu te lèves le matin, tu te reconnais plus parce que tu as tourné le dos à ce que tu étais, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, le compromis, la maturité et l'âge faisant font que tu arrives plus facilement à un moment donné à faire certains choix qui te paraissaient inconcevables quand tu avais 20 ans. Donc là, je résume les Ouais. 3 points clés. En gros, le premier, c'est garder l'enfant qu'on a en soi. Ouais, En 2, être adaptable, être flexible. complètement. Et surtout, toujours être en phase avec ses valeurs. Ouais, parce qu'en fait, encore une fois, que tu cèdes sur certaines choses ne veut pas dire que tu tournes le dos à tout ce que tu es. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, pour que toi, tu puisses t'épanouir et toi, tu puisses aller de l'avant, il faut que tu passes par là. Alors, il y a des fois, ça fait pas plaisir. Il y a des fois, ça fait mal. Ça
fait mal au cul même. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est avoir savoir faire des compromis, savoir à un moment donné s'adapter et pas être fermé à se dire moi je suis comme ça, moi je bougerai pas, ça sera comme ça et pas autrement. Ouais, mais t'arriveras jamais à rien dans la vie si t'es comme ça. Franchement, c'est un épisode intense. Ça balance. Ça balance. Non, franchement, c'est top. Brut de décoffrage. Ouais, merci Matt pour ta transparence, ta sincérité. Écoute, grand plaisir. Hein. Et écoute, en tout cas, moi, j'apprends plein de choses encore sur toi parce qu'on se connaissait, mais finalement, tu m'as encore partagé plein de pépites. Est-ce que tu as une personne en tête à qui on pourrait proposer de venir sur ce podcast? Ou plusieurs? Ouais, plusieurs, parce que on en a parlé avant de prendre l'antenne en direct. Ouais, pour moi, j'ai 3 amis qui me sont très proches et très chers, qui ont vraiment des parcours de vie très différents du mien, des approches, des façons de faire leur carrière. Je pense directement à Enzo Katz, qui est mon ami, qui est un peu comme un petit frère pour moi, que j'ai vu naître. Ça, c'est aussi Enzo Katz, qui est joueur de l'équipe de France de water-polo, qui va faire les Jeux 2024. Et Enzo Katz, c'est extraordinaire parce que je l'ai vu naître. Okay. J'ai commencé le polo, son père jouait au Dauphin. J'ai commencé à jouer au Dauphin et on a fait les Jeux Olympiques ensemble en 2016. Donc, c'est quand même des anecdotes assez incroyables dans le monde du water-polo et dans le monde du sport en général. Voilà, qui lui a connu vraiment une carrière atypique, jalonnée de blessures, mais qui a fait toujours preuve de force mentale incroyable, qui, contrairement à moi, a mis en place des routines, d'échauffement, de bien-être, de nutrition, de sommeil et tout que je suis incapable de faire. Et qui est vraiment arrivé aujourd'hui à un niveau exceptionnel. Et je pense il le doit à lui et surtout à son parcours. Une personne aussi très chère à mon cœur et que j'aime énormément, c'est un peu comme un frère pour moi, c'est William Acambray. Ouais. Qui lui aussi a un parcours de vie très atypique. Alors, par contre, lui, c'est un peu l'opposé, tu vois. Et puis, un peu comme ces mecs... un peu comme toi aussi. Un peu comme... En fait, c'est un peu... Avec Enzo, on se qualifie souvent d'écorchés vifs, tu vois. Okay. C'est vraiment des mecs qui ont connu des choses hyper rares dans leur vie et qui sont quand même relevés, qui sont allés de l'avant et qui, à un moment donné, ont fait preuve de force de caractère pour aller chercher ce qu'ils avaient envie d'aller chercher, tu vois. Et William fait partie de ces gens-là et j'ai énormément d'admiration pour lui. Okay. Pareil, encore une fois, ce mec, il a un parcours incroyable. Le mec, il était réserviste au jeu. Le mec le met dans l'équipe. Il met 7 buts contre l'Espagne. Il envoie la France en finale. Ils sont champions olympiques. Mec, what the fuck, comme on dit. Et un autre, c'est Rémi Salou. Rémi Salou, voilà, qui a handballeur aussi, qui a vraiment un ami très cher, que j'aime énormément, que j'ai connu à l'époque de Montpellier aussi. Et qui aussi, lui aussi, surtout en plus, on parle de reconversion, on parle de fin de carrière. Lui aussi a connu des moments de fin de carrière extrêmement difficiles, avec des périodes très dures. Il s'en est relevé, il s'en est sorti. Et je pense qu'aussi, voilà, c'est des parcours de vie qu'il faut mettre en avant parce que voilà, c'est des mecs respectables, c'est des mecs respectés. C'est surtout des belles personnes qui ont aussi vécu de choses difficiles, mais qui ont montré, grâce à leurs valeurs, grâce à leur ténacité, surtout... je veux dire, à un moment donné, leur amour, parce que tu peux pas, à un moment donné, vivre dans ce monde sans amour et sans tout ça. Et en fait, voilà, c'est l'amitié aussi qui crée ces liens, le nôtre, qui nous fait être là aujourd'hui. Et puis, je pense que voilà, si j'avais 2-3 noms à donner, ce serait eux. Voilà. Je les contacterai avec plaisir pour en faire hâte de voir ça. Prochain épisode. On va rigoler. Et comment peux-tu d'ailleurs oui, tu fasses un live aussi, tu vois, où on peut tailler là, tu vois, on ferait des trucs un jour, ça serait sympa, tu vois, parce que là, tu enverrais vraiment des punchlines en direct, tu sais, les potes, tu sais, sans respect, tu vois, tu enverrais des trucs et là, tu aurais des questions vraiment gênantes, tu vois, parce que là, c'est vraiment des questions lycée, tu vois, un peu, vraiment des questions gênantes qui déstabiliseraient un peu. T'as envie du trash. Ouais, moi j'aime bien ça, quand tu lâches les mecs là, un peu dans la reine aux fauves, tu vois, c'est marrant. Non, mais ce que je veux dire, c'est oui, moi ma question pour revenir parce que là je dévie toujours moi. Dévier, non, où est-ce qu'on peut te joindre?
Alors, moi, vous pouvez me suivre sur Facebook, parce que je suis un peu de la vieille, j'ai encore Facebook, les amis, oui, ça existe encore. Hein. Instagram, tu le mettras en dessous, ouais. Forcément Instagram, et après, voilà, ça s'arrête là, parce que je me suis un peu arrêté. Je me suis un peu arrêté à cette vie un peu de réseaux sociaux, même si je suis constamment scotché à mon téléphone. Mais donc, voilà. Si on peut t'envoyer un message, c'est par là, quoi. Ouais, envoyez-moi des messages. Je vous ferai rigoler. Et ben moi, c'est la meilleure manière de conclure le podcast. Ouais. Merci encore, Mathieu. Et puis, je te souhaite une bonne dernière saison, on peut le dire, enfin. Ouais, bon courage surtout. Hein. Bon courage. Il va falloir cravacher. Hein. Il va falloir sortir les rames. Mais ça va, je suis pas inquiet. J'ai une belle équipe, j'ai un bon coach, j'ai un bon club, j'ai une belle structure et puis je suis bien entouré. Donc je pense que tout ira bien. Tout ira bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je me suis régalé un peu trop même, je pense. Mais voilà, c'était vraiment cool. Merci à l'équipe, merci au staff, merci à toi. Et puis c'était génial d'être là. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a certainement des clés de performance que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant. Pour aller plus loin, j'ai 3 options. Option numéro 1, retrouvez-moi sur LinkedIn pour me faire part de votre retour sur l'épisode. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Option numéro 2, j'ai créé Sport & Green. Notre mission, c'est de transformer votre quotidien grâce à l'alimentation. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, on est là pour vous aider à faire de l'alimentation votre levier de croissance numéro 1. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site sportandgreen.com. Enfin, option numéro 3, partagez ce podcast à un maximum de personnes autour de vous afin de transformer les mindsets et de les aider à les guider vers de meilleurs résultats. Merci encore pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. No pain, more gain. Ah, et j'ai oublié, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ça aidera le podcast à avoir encore plus d'impact.